Asana était un pauvre type solitaire dont la vie a basculé tragiquement quand sa famille et lui ont eu un terrible accident, le laissant orphelin dans ce monde cruel. Il est devenu un ermite complet, refusant de parler à quiconque, sauf à Matsumi, sa meilleure amie d'enfance. Un jour, il découvre la vérité sur la famille de Matsumi, ce qui bouleverse son existence et le plonge dans l'univers des espions et des assassins. Il apprend vite que la mort de sa famille n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité, et il commence alors à s'entraîner pour devenir l'espion le plus puissant du monde afin de venger les assassins de ses parents. Pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. Après la mort de sa famille, il a tenté de repousser tout le monde, y compris Matsumi aux cheveux bleus, car il avait peur de les perdre. Mais elle l'a rassuré, lui promettant de ne jamais le laisser seul dans ce monde. Quelques années passent rapidement, et Asano commence à fréquenter une nouvelle école avec Matsumi. Mais même après un mois, il a du mal à se faire des amis et s'évanouit à cause de sa nervosité. Matsumi s'approche de lui au déjeuner et lui propose de le nourrir, mais la bouchée est prise par leur professeur étrange, Aiz, qui dit à Asano de le rejoindre après les cours dans son bureau. Cela effraie Asano car il n'aime plus parler aux gens depuis l'incident avec ses parents, mais il n'a pas d'autre choix et est contraint de se rendre au bureau de Aiz comme on le lui a demandé. Le grand professeur lui offre du thé et s'assied inconfortablement près de lui, commençant à lui montrer des photos de Matsumi qu'il a prises en secret. Asano savait bien quelle était sa préférée, mais là c'était trop. Il se demande s'il ne devrait pas signaler ce type bizarre au FBI. Soudain, la voix de Shiz change alors qu'il commence à montrer des photos de Matsumi bébé, ce qui choque Asano qui n'a aucune idée de comment il a pu obtenir ces clichés. Aiz observe la confusion sur le visage d'Asano et affirme qu'il surveille Matsumi depuis son plus jeune âge. Elle est extrêmement jolie et à cause de cela, beaucoup d'idiots essaient de l'approcher, des gens avec qui il est forcé de traiter à sa manière. Il lui montre la vidéo d'un élève de 3e année qui a récemment tenté de draguer Matsumi, mais Aiz l'a tabassé et menacé de le tuer s'il s'approchait d'elle à nouveau. Cela effraie Asano qui réalise que ce professeur est complètement dérangé. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Aiz sort un couteau et le pointe à la gorge d'Asano, lui disant qu'il l'avait ignoré parce qu'il était un ami d'enfance de Matsumi. Mais maintenant, les choses ont changé et il ne peut plus prendre le moindre risque. Asano était figé par la peur, incapable de bouger, quand Aiz lui dit que Matsumi est sa petite sœur et qu'il doit s'assurer qu'elle reste en sécurité. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fenêtre s'ouvre et une jeune femme en robe blanche saute à l'intérieur, disant à Aiz de reculer. Elle utilise ensuite une grenade flash spéciale avant de s'enfuir avec Asano, lui sauvant ainsi la vie. Quand il se réveille, il se retrouve entouré de Matsumi et de plein d'autres personnes, ce qui déclenche sa nervosité, et il s'enfuit dans un coin. Matsumi lui dit de ne pas s'inquiéter car il sera en sécurité, toutes ces personnes étant ses frères et sœurs. Asano est toujours confus, mais Matsumi continue de les présenter un par un, la jeune femme en robe blanche et la sœur aînée, Futa, le gars aux cheveux verts dans la poubelle et Shinzo, la hackeuse aux cheveux roses et Shion, le travesti blond et poilu et Ken et l'énorme tête de Seo et son jeune frère, Nana. Elle lui présente aussi le chien, Goliath, et affirme très nonchalamment qu'ils sont une famille d'espions. Asano est complètement abasourdi et lui dit de ralentir, car il pensait que sa famille était un groupe de pauvres vendeurs de légumes, mais maintenant elle lui dit qu'ils vendent des armes au lieu de légumes. Il n'arrive pas à y croire et pense qu'on lui fait une blague, alors il attrape l'une des armes et tire, réalisant seulement après que c'était une vraie arme. Futa lui dit de ne pas s'inquiéter car les espions sont très courants dans ce monde et ils sont en gros comme des freelances. Tandis que Shion répond qu'ils ont des avis de 4,8 étoiles sur Trustpilot, donc il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Ken lui montre aussi le magazine Spy Weekly, avec Shiz en couverture, disant à Asano que Aiz est assez célèbre et l'un des espions les plus puissants du monde. Asano est sans voix face à tant d'informations, mais Futa lui dit que Shiz est l'aîné de cette famille et de loin l'espion le plus intelligent, le plus habile et le plus fort d'entre eux. Le pauvre garçon est toujours confus et demande pourquoi Aiz l'attaquerait. Futa lui répond qu'ils ont récemment eu une piste sur Twitter indiquant que quelqu'un allait tenter de tuer Matsumi. Elle lui explique qu'il y a quelques années, il y a eu un accident où Matsumi a été gravement blessé et Aiz s'est blâmé pour tout cela. Depuis ce jour, il a commencé à dévouer entièrement sa vie à la protéger et il est devenu obsédé par l'idée de la tenir éloignée de tout danger. Il a toujours détesté la proximité d'Asano avec elle, mais l'a épargné parce qu'il était son ami d'enfance. Mais maintenant, à cause de cette piste, il a une raison justifiée d'essayer de le tuer. Avant qu'Asano ne puisse même digérer cette information, les alarmes commencent à sonner et Futa leur dit que Aiz est revenu pour en finir avec Asano. Ils ferment immédiatement toutes les portes et Shinzo active tous les pièges de la maison, tandis que Futa dit à tout le monde de se préparer car ils sont les seuls à pouvoir arrêter ce monstre. Asano semble un peu plein d'espoir, mais Futa lui dit que même à 5 contre 1, ils n'ont réussi à le vaincre que 30% du temps et qu'il y a de fortes chances que quelqu'un doive passer 6 mois en convalescence ou que toute la maison brûle. Elle saute alors vers Asano et lui dit que la seule façon pour lui de survivre est d'épouser Matsumi. Elle explique qu'il y a une règle dans la famille Yozakura, ils ne peuvent tuer aucun membre de la famille quoi qu'il arrive. Donc si Asano épouse Matsumi en échangeant des bagues, même Aiz sera forcé de le laisser tranquille.
Asano reste là, incapable de traiter autant d'informations, mais au moment où il pense à faire partie d'une famille à nouveau, son SSPT se déclenche et il commence à trembler. Mais Matsumi prend la parole et affirme que dire à Asano de l'épouser et de devenir membre de la famille est très cruel, car il est encore en train de faire le deuil de sa propre famille et a beaucoup de problèmes à ce sujet. Futa comprend cela et s'excuse, tandis que les autres frères et sœurs commencent à discuter des plans pour vaincre leur frère aîné. À leur surprise et horreur, cependant, Aiz apparaît au milieu d'eux, sirotant son jus comme si de rien n'était. Tous les frères et sœurs étaient effrayés, tandis que Aiz disait avec assurance à Shinzo qu'il avait brisé tous les pièges qu'il avait tendus. Futa s'approche immédiatement de lui et lui dit de laisser Asano tranquille, mais Aiz affirme qu'il doit éliminer la menace même si les chances sont extrêmement faibles. Cela effraie Asano, mais Futa attrape immédiatement sa cravate et commence à le faire tournoyer avant de le projeter au sol alors que le combat commence vraiment. Shinzo utilise ses bras mécaniques pour immobiliser Aiz, tandis que Nana se transforme en Samsulik et lui donne des coups de poing au visage. Ken et Shion emmènent immédiatement Asano. Mais Aiz n'est pas si facilement découragé car il bloque toutes les attaques et les repousse tous. Aiz se lève calmement et leur dit que leur coordination était impressionnante, mais pas suffisante pour le toucher et leur demande de simplement lui remettre le garçon. Asano est confus à propos des fils qui sortent des doigts de Aiz, mais Futa affirme que ce sont des fils tranchants comme des rasoirs et dit à Shion de s'enfuir avec Asano pendant qu'elle s'occupe de Aiz. Elle se précipite immédiatement vers lui et commence à bloquer et à dévier tous ses fils, mais il est trop rapide pour elle, il utilise ses fils pour la piéger et lui tord les bras avant de l'attacher au plafond, tandis qu'elle lui crie de la laisser partir. Shion dit à Ken d'emmener Asano, tandis qu'elle attrape son téléphone et lâche une nuée de drones tueurs sur son frère. Aiz ne semble pas s'en soucier car les drones commencent immédiatement à lui tirer dessus, tandis que Ken et Matsumi forcent Asano à se cacher derrière un tableau et le rassurent en lui disant qu'elle sera toujours avec lui. Bientôt, Aiz sort de la pièce après s'être occupé de tous les drones et, avec un sourire, dit à Matsumi de s'approcher de lui. Asano se tenait aussi derrière elle, ce qui est étrange, mais Matsumi suit les instructions de Aiz et commence à marcher vers lui. Elle a d'autres plans, cependant, car elle sort un pistolet tandis que le chien saute pour attaquer, mais Aiz s'y attendait et les ligote immédiatement tous les deux. Aiz s'approche de Matsumi et retire le masque pour révéler que c'était en fait Ken déguisé en elle. Il passe devant Ken, affirmant qu'il doit être plus précis avec ses déguisements, et dit à Matsumi de sortir de son déguisement d'Asano. Asano observe depuis le trou dans le tableau, tandis que Matsumi retire son masque et dit à Aiz de laisser Asano tranquille, car il n'a rien à voir avec tout ce drame. À sa surprise, Aiz accepte, mais affirme aussi qu'en retour, Matsumi ne quittera pas la protection de sa maison. Elle n'utilisera pas de smartphone ni n'ira sur internet. Elle n'aura jamais d'amis ni de petits amis et restera toujours sous sa protection. Matsumi est choquée et désespérée car elle ne trouve pas d'autre issue et était sur le point d'accepter quand Asano sort du cadre et dit à Aiz de la laisser partir. Aiz lui dit de s'enfuir avant qu'il ne change d'avis, mais Asano l'ignore et dit à Matsumi qu'il accepte de devenir un membre de la famille car il ne veut jamais la laisser seule. Des larmes commencent à couler de ses yeux tandis qu'elle sourit et lance une bague de mariage vers Asano avant que Aiz ne puisse même réaliser ce qui se passait. Mais avant qu'il ne puisse attraper la bague, Aiz utilise ses fils pour le piéger sur place. Il dit à Asano qu'il ne laissera jamais personne épouser Matsumi, mais à sa surprise, Asano se débat à travers les fils et attrape la bague de ses mains ensanglantées. À la surprise de Aiz, Asano brise ses fils et met la bague à son doigt, tandis que les autres frères et sœurs arrivent dans la pièce. Aiz reste sans voix et choqué, la bouche ouverte, tandis que les autres frères et sœurs célèbrent leur union. Futa s'approche de Aiz, lui disant qu'Asano fait aussi partie de la famille, ce qui signifie que Aiz n'a d'autre choix que de le protéger et de lui apprendre à protéger Matsumi. Plus tard cette nuit-là, Asano décide de rentrer chez lui car il avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Il se réveille le lendemain matin pour trouver Aiz debout au-dessus de lui, un couteau à la main. Asano esquive le coup de couteau, demandant ce qu'il fait bon sang, mais Aiz affirme que c'est le réveil traditionnel de la famille Yosakura et que puisqu'il en fait maintenant partie, il doit apprendre les compétences d'un espion. Il sort immédiatement ses fils et commence à les utiliser sur Asano juste pour s'amuser, tandis que Matsumi entend tout cela depuis la cuisine et se précipite pour trouver Asano piégé en plein air. Aiz affirme qu'il l'aidait juste à faire de l'exercice, mais après avoir vu son visage, il décide d'arrêter. Avant qu'Asano ne puisse reprendre son souffle, Aiz affirme qu'ils doivent de toute façon s'enfuir d'ici et saute par la fenêtre, portant Matsumi et traînant Asano avec lui. C'était un timing parfait car la maison explose immédiatement en flammes et Aiz dit à Asano que sa maison était piégée avec une bombe, mais refuse de lui donner une explication car les choses vont bientôt devenir chaotiques. Il dit à Asano que l'objectif principal de la famille est de protéger Matsumi coûte que coûte et les emmène tous les deux dans une limousine. Il explique que la nouvelle de leur mariage s'est répandue comme une traînée de poudre, alors certaines personnes ont essayé de piéger la maison d'Asano avec une bombe visant Matsumi. Asano est toujours très confus quant à la raison pour laquelle quelqu'un voudrait la tuer, mais Aiz explique que Matsumi est la chef de famille.
Il affirme que la lignée des Yozakura est ancienne et unique, car ils produisent bien des êtres surhumains, mais à chaque génération, une personne naît sans aucune capacité et elle devient la chef de famille, car elle est la seule à pouvoir avoir des enfants. À cause de cela, Matsumi est la nouvelle chef de famille, et leurs ennemis savent que s'ils la tuent, ils éteindront fondamentalement toute la lignée des espions Yozakura. Il se sert un peu plus de thé quand ils commencent à être la cible de tir des voyous qui les suivent. Asano a peur et se baisse, mais Aiz lui dit de ne pas s'inquiéter, car la voiture est blindée et leur chien Goliath est un conducteur expert. Asano n'arrive pas à croire ce qu'il entend, tandis que les voyous derrière eux commencent à leur tirer dessus avec des lance-roquettes, ce qui fait renverser le thé de Aiz. Cela l'irrite, alors il monte sur le toit de la limousine pour affronter les ennemis, qui commencent immédiatement à tirer, mais il bloque évidemment toutes les balles avec facilité. Leur général utilise un RPG contre lui, mais Aiz reste imperturbable et utilise simplement ses fils pour couper la roquette, la faisant exploser à leur visage. Avant qu'ils ne puissent se remettre, Aiz utilise à nouveau ses fils, mais cette fois, il coupe littéralement toutes les voitures, ce qui provoque une énorme explosion. Il revient à l'intérieur de la voiture comme si de rien n'était et dit à Asano que comme pour tous les autres membres de leur famille, il est aussi de sa responsabilité de protéger Matsumi coûte que coûte et pour cela il devra apprendre les voies d'un espion. Aiz pose un pistolet devant Asano et lui dit que sa première mission est de protéger Matsumi toute la journée. Asano prend cela très au sérieux et commence à fouiller chaque bureau de la classe pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux à l'intérieur et grogne même sur les autres élèves comme un animal pour les éloigner. Il se souvient comment Aiz lui a dit de ne pas hésiter et de tirer sur toute menace s'il était suspicieux et lui tend le téléphone contenant des informations sur un poseur de bombes sur les réseaux sociaux. Aiz affirme que ce type est un expert en bombes et qu'il était responsable de l'explosion de la maison d'Asano. Il affirme que ce type est très dangereux, mais qu'il a un défaut. Son addiction aux réseaux sociaux où il publie tout ce qu'il fait. Alors Aiz attrape le visage d'Asano et lui dit d'être vigilant car ce poseur de bombes est très impitoyable et joue généralement avec ses cibles avant de les achever. Selon les récentes publications du poseur de bombes, il a placé 2 bombes pour éliminer Matsumi, et c'est le travail d'Asano de trouver et de neutraliser ces menaces. Il menace Asano que si Matsumi a la moindre égratignure sur son corps, il s'assurera qu'Asano le paie de sa vie. Toute la journée, Asano surveille tout ce qui est inhabituel et observe Matsumi sans relâche pour s'assurer qu'elle reste en sécurité. Mais pendant la période de jeu, il voit une publication du poseur de bombes affirmant que la 2e bombe est déjà en place. Asano est choqué par cela mais finit par recevoir un ballon de football en plein visage et subit une commotion cérébrale. Il se relève du sol et aperçoit une silhouette mystérieuse passant dans les couloirs, alors il se précipite à sa poursuite pour n'atteindre que l'infirmerie où il est repéré par l'infirmière blonde qui lui demande s'il va bien. Asano écarte immédiatement la chose et s'éloigne, mais au moment où il se retourne, il remarque que l'infirmière a simplement disparu dans la nature. Toutes ces occurrences l'ont rendu super paranoïaque alors qu'il est assis dans un coin quand il reçoit une autre notification. Le poseur de bombes annonce que la dernière bombe a également été placée. Pendant qu'il était distrait, il est approché par un groupe de garçons qui commencent à lui parler, mais il redevient immédiatement nerveux et est assommé. Un peu plus tard, il ouvre les yeux pour trouver Matsumi penché sur lui, affirmant que l'infirmière était absente aujourd'hui, alors elle l'a emmené elle-même à l'infirmerie. Toute la tension et la frustration de la journée finissent par l'atteindre, et il demande à Matsumi s'il est digne d'être son mari car il a du mal à la protéger ne serait-ce qu'une seule journée. Tous les sentiments négatifs liés à la perte de ses proches l'envahissent à nouveau, mais Matsumi lui donne une tape sur la tête, affirmant qu'elle préférerait une vie courte avec lui plutôt que de vivre éternellement sans lui. Cela fait se sentir mieux Asano et il lève la main vers sa tête seulement pour être choqué par la bombe au plafond qui décompte. Il passe immédiatement à l'action alors que la bombe explose et parvient à se sauver, lui et Matsumi, en tirant le canapé sur eux. Quand la poussière et la fumée se dissipent, ils émergent dessous le canapé tandis qu'Asano commence à se demander comment le poseur de bombe pouvait savoir où Matsumi allait être. Soudain, il réalise que le poseur de bombe le traquait simplement lui et non Matsumi car il avait prédit qu'il essaierait de rester aussi près de Matsumi que possible. Il retire immédiatement sa veste et ses soupçons étaient corrects, car il trouve une bombe capsule collée à sa chemise. Il réalise que le poseur de bombe l'a simplement transformé en bombe, ce qui tuerait Matsumi, mais Asano est déterminé à ne pas laisser cela arriver. Il cherche une sortie et saute immédiatement par la fenêtre, sacrifiant sa propre vie pour s'assurer que Matsumi reste en sécurité. À sa surprise, la bombe n'explose pas et il ne tombe pas de plusieurs étages, car Aiz est arrivé juste à temps et a utilisé ses fils pour sauver Asano. Il affirme que son autre travail a été réglé rapidement, alors il est venu ici pour vérifier qu'ils allaient moins bien et dit à Asano de ne pas s'inquiéter car il a déjà désactivé la bombe. Il tire Asano vers le haut et lui dit qu'il ne laissera personne de sa famille mourir et le félicite pour ses actions pour tenter de sauver Matsumi.
Soudain, la porte s'ouvre et Ken arrive avec Nana, suivi de Shinzo portant le poseur de bombe dans ses bras. Il pose le poseur de bombe devant Eyes, qui l'attache immédiatement avec sa propre bombe, puis le jette dans le ciel, après quoi Eyes réactive la bombe, ce qui provoque une explosion massive que cette famille de psychopathes apprécie comme s'ils regardaient un feu d'artifice. Plus tard ce soir-là, Asano réalise qu'il n'a plus de maison à cause de l'explosion, alors Matsumi l'aide à faire ses bagages et le ramène chez elle. Ise se tient devant la porte d'entrée, prêt à le tuer pour avoir même pensé qu'il pourrait dormir avec Matsumi, mais Asano promet qu'il dormirait seul et loin de Matsumi. Le lendemain matin, il se réveille après des rêves agités où Matsumi se faisait kidnapper sans qu'il ne puisse rien faire. Il se réveille ensuite en sueur et terrifié, seulement pour réaliser que ce n'était qu'un rêve. Il essaie de sortir de son lit, mais marche sur la queue du chien, ce qui lui vaut une morsure au bras. Heureusement pour lui, Matsumi est une vraie waifu et le soigne, affirmant qu'elle a laissé le chien comme garde pour empêcher Ise de faire quoi que ce soit de drôle. Cela fait réaliser à Asano à quel point il est impuissant, et à cause de cela, il va rencontrer Futa et la supplie de l'aider à s'entraîner pour devenir un meilleur combattant. Futa lui dit que ce n'est pas très facile, mais Asano promet de faire de son mieux car il ne peut pas supporter de voir Matsumi blessé. Elle se lève de sa chaise et commence à le faire tournoyer en l'air avant de le remettre sur un canapé, affirmant que même pour un enfant surhumain de la famille Yosakura, il leur faut 3 ans pour recevoir une formation adéquate, ce qui signifie que pour un humain normal, cela pourrait prendre au moins 10 fois plus d'années pour atteindre un niveau de compétence similaire. Asano lui dit qu'il n'a pas autant de temps pour apprendre et qu'il doit s'améliorer le plus vite possible. Alors Futa lui dit qu'il peut essayer l'entraînement intensif Yosakura, mais certains disent que la mort est préférable à cela. Asano accepte de suivre ce régime d'entraînement et se lève du canapé, seulement pour déclencher une trappe à laquelle il parvient à s'accrocher juste à temps en regardant en bas pour voir des pointes acérées. Futa sourit et lui dit que toute la maison est piégée avec des centaines de pièges pour l'entraînement d'espions, ce qui signifie que vivre dans la maison est en soi la première étape de l'entraînement. Elle le sort de la trappe et lui dit de survivre dans la maison pendant 1 mois entier, après quoi ils commenceront son véritable entraînement et Asano commence déjà à regretter sa décision. Le lendemain matin, il se réveille au son strident du réveil mural. Mais comme il ne se lève pas pour l'éteindre, l'alarme explose, le propulsant dans le couloir où un lance-flamme se déclenche, le rôtissant comme une tartine grillée alors qu'il réussit tant bien que mal à se traîner péniblement jusqu'à la table du petit déjeuner. Matsumi s'inquiète de ses blessures, mais Shion lui explique qu'il n'a qu'à réussir à désamorcer tous les pièges. Une fois cela fait, l'ordinateur l'inclura dans la liste des membres de la famille, ce qui signifie que les pièges ne s'activeront plus jamais pour lui. Elle ajoute en outre qu'il faut généralement environ 2 ans à un humain normal pour désactiver tous ces pièges, mais Asano réalise qu'il ne dispose pas d'un tel délai. Soudain, il commence à se sentir très mal et Nana explique que la nourriture de tout le monde, à l'exception de Matsumi, contient un certain poison destiné à renforcer leur immunité. Il se précipite en toute hâte vers les toilettes Skibaity seulement pour les trouver verrouillées par un système de code complexe. Shion lui explique que pour y entrer, il doit déchiffrer ce code, qui se rafraîchit chaque jour qui passe. Il hurle d'agonie quand finalement Futa envoie Shion l'aider à s'introduire, sinon leur précieux tapis sera irrémédiablement ruiné. Depuis lors, sa vie infernale a véritablement commencé. Chaque matin, l'alarme retentissait et tous les autres membres la désamorçaient avec une facilité déconcertante, mais Asano explose une fois de plus. Le réfrigérateur est entièrement couvert de laser, ils doivent donc utiliser différentes tactiques ou des compétences physiques particulières pour les traverser. Mais comme Asano n'en possède aucune, il déclenche inévitablement le piège et se fait mitrailler par les armes installées dans le réfrigérateur. Il est également entraîné au tir de précision où il est forcé plus tard dans la journée un pistolet il est à nouveau gros calibre pour les toilettes et une fois qu'il y pénètre, mais comme il n'est pas du tout de la planche par les douches Yosakura, il continue de se blesser l'école pensant qu'il allait enfin avoir un peu de répit. Mais les Yosakura le forcent à porter un gilet lesté de 100 kg, ce qui le fait presque s'enfoncer profondément dans le banc. Plus tard cette nuit-là, Asano est complètement exténué alors qu'il traverse les couloirs, seulement pour découvrir Matsumi endormie sur son bureau après toute la montagne de paperasse qu'elle a dû faire. Il lui met une couverture et décide de persévérer pour elle, alors il sort pour pratiquer à nouveau ses talents de tireur. Il réalise que même un jeune enfant américain peut mieux tirer que lui. Quand Matsumi l'appelle par derrière, ils entrent tous les deux prendre une tasse de thé. Là, Matsumi se souvient de l'accident qui l'a laissé blessé et comment ses cheveux sont devenus blancs à cause du choc et du stress intense. Certains des brutes pensaient qu'elle faisait ça pour attirer l'attention et l'ont emmenée de force dans le débarras pour les couper, mais Asano est arrivé au dernier moment et a agi comme un véritable sociopathe en attrapant les ciseaux et en coupant ses propres cheveux de manière totalement absurde, ce qui a terrifié les filles. Il s'avère que Matsumi a un faible prononcé pour les psychopathes et depuis lors, elle a commencé à développer des sentiments pour Asano. Quelques jours se sont écoulés depuis cette nuit et Asano a commencé à prendre le coup de main car il a réussi à empêcher l'horloge d'exploser et a même déjoué tous les lasers pour pénétrer dans le salon et, d'un seul tir précis, a réussi à allumer le téléviseur bien qu'il ne puisse toujours pas changer de chaîne. Shinzo commence à lui enseigner la manière correcte de tenir l'arme à feu quand Shin arrive avec les données concernant les progrès d'Asano avant de lui dire de trouver Nana car c'est l'heure de son entraînement au gaz neurotoxique.
Il se rend sur place et commence à s'entraîner avec Nana. Cela devient peu à peu la norme au fil des semaines. Et il réussit à atteindre la table du petit déjeuner sans encombre. Mais même après 3 semaines, il est toujours impuissant face à la porte et quelqu'un d'autre est contraint de lui venir en aide. Soudain, Ken appelle les autres depuis le couloir qui découvre Asano allongé sur le sol, incapable de bouger correctement alors qu'il perd peu à peu connaissance. L'instant d'après, il ouvre les yeux et se retrouve dans la chambre de Nana, qui lui assure que ce n'était qu'une simple fièvre due à toute la fatigue accumulée. Futa n'est cependant pas si facilement dupé et arrache le déguisement qu'Asano portait, révélant ainsi de nombreuses et énormes coupures et contusions sur l'ensemble de son corps. Elle lui révèle qu'elle savait déjà qu'il recevait l'aide de Nana, Shion et Ken pour s'améliorer au plus vite, mais elle l'avertit que s'il continue ainsi, il ne survivrait jamais une semaine de plus dans cette maison. Asano tente de protester, mais Futa le gifle sèchement et lui donne un livre sur le décryptage de codes élémentaires, lui ordonnant de se reposer au lit et de le lire entièrement avant de reprendre son entraînement. Asano suit son précieux conseil et après un certain temps de récupération, il réussit enfin à percer le code des toilettes pendant que tout le monde célèbre cette petite victoire. Soudain, un anneau se met à briller intensément et Futa lui annonce qu'il a été officiellement accepté par l'ordinateur au sein de la famille maintenant. Quelques jours s'écoulent et Asano est désormais un membre à part entière de la famille Yozakura, alors qu'il s'entraîne à ses capacités de déguisement avec Ken chaque matin avant de se préparer pour l'école. En marchant à l'extérieur, il apprend que Shinzo part en mission pour récupérer des plaques de fausse monnaie dérobées par un gang et qualifie cela de mission de bas niveau. Asano lui souhaite bonne chance et part pour l'école aux côtés de Matsumi. Sur le chemin de leur salle de classe, l'équipe de baseball réussit un coup de circuit et la balle était sur le point de percuter Asano. Mais il attrape la balle sans même un regard, stupéfiant l'équipe de baseball avant de la leur renvoyer avec une puissance étonnante. L'entraîneur de l'équipe lui hurle de rejoindre leur formation, mais il les ignore complètement et poursuit sa route, tandis que Matsumi réalise qu'Asano n'a absolument aucune idée de la force qu'il a acquise. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Matsumi et lui s'installent sur la terrasse où Matsumi lui conseille d'être extrêmement prudent, à ne pas s'exposer car il est devenu bien plus fort et plus rapide qu'auparavant, et il promet d'être vigilant à partir de la prochaine fois. Elle lui demande également s'il est disponible cet après-midi, car elle aimerait passer du temps avec lui. À l'insu du pauvre Asano, Matsumi n'avait absolument pas l'intention d'un rendez-vous galant et voulait simplement son aide pour classer tous les documents légaux de la famille Yozakura. Elle travaille avec une vitesse fulgurante, apposant son sceau et distribuant des directives, mais il se retrouve rapidement dépassé. Matsumi lui dit de ne pas s'en faire car elle a fait ce genre de choses toute sa vie et y est désormais parfaitement habituée. Quand elle remarque que Ken a encore une fois mis le désordre dans ses documents, elle se dirige vers sa chambre, accompagnée d'Asano. Elle frappe à la porte avant d'entrer, seulement pour découvrir une montagne de vêtements au beau milieu de la pièce. Soudain, Ken surgit de la pile de vêtements, mangeant tranquillement des sushis, et dit à Matsumi que ce n'est pas un problème majeur et qu'elle devrait simplement ignorer sa partie de la paperasse. Elle lui répond que ce n'est absolument pas possible, mais Ken n'est pas du tout d'humeur à faire le moindre travail et se met à danser devant elle. Cela l'agace profondément et elle décide de montrer à Asano une punition digne du style Yozakura. Mais Ken ne compte pas leur faciliter la tâche car il tente immédiatement de sauter par-dessus eux. Asano se déplace instantanément pour bloquer Ken par instinct, mais Ken se déguise en Matsumi, ce qui déstabilise Asano suffisamment pour que Ken ait le temps de s'échapper de la pièce. Matsumi a l'air passablement furieuse et déclare que la chasse est ouverte, alors qu'elle utilise sa commande vocale pour initier le mode hibernation de la maison, qui ferme hermétiquement toutes les fenêtres et verrouille entièrement l'intégralité de la maison. Pendant ce temps, Shinzo se trouve dans l'installation où la fausse monnaie est fabriquée et en rampant discrètement à travers les conduits d'aération, il découvre rapidement une pile fraîche de faux billets gardés par des gardes lourdement armés et vigilants. Il se faufile devant eux en direction de la pièce secrète où il neutralise immédiatement les gardes et pénètre dans le coffre-fort pour récupérer le billet principal, ce qui déclenche instantanément une alarme retentissante. De retour à la résidence Yozakura, Matsumi et Asano pénètrent dans la chambre de Shin pour chercher Ken. Mais elle affirme qu'il n'est pas passé par ici, alors ils se dirigent ensuite vers la chambre de Futa, seulement pour la trouver profondément endormie. Matsumi soutient que Ken serait mort sur le champ s'il avait osé réveiller Futa, il ne peut donc absolument pas être là. Après cela, ils inspectent le laboratoire de Nana, la chambre de Shinzo, débordante de chars et d'armes, la chambre luxueuse du chien remplie d'or, et enfin la chambre de Hiz qui est là manifestement remplie de photos de Matsumi. Asano demande s'il est envisageable que Ken se soit échappé à l'extérieur, mais Matsumi lui assure qu'il n'y a absolument aucune issue une fois que la maison est en mode hibernation. Soudain, Asano se retourne brusquement, seulement pour apercevoir le visage de Ken qui dépasse malicieusement d'une des photos. Il se met à courir et Asano se lance à sa poursuite. Mais après avoir tourné le coin, un bruit assourdissant retentit et Matsumi court après eux pour découvrir que Ken a frappé Asano avec un cadre avant de s'enfuir à toute vitesse. Asano pointe l'une des prises, affirmant que Ken est passé par là et Matsumi crie de frustration car elle ignorait totalement l'existence de cette voie d'évasion dans la maison. Asano lui dit de ne pas s'en faire et Matsumi désactive le mode hibernation, réalisant que cela ne sert plus à rien avant de se diriger vers la chambre de Ken, car elle affirme qu'ils devraient trouver les documents eux-mêmes. Asano esquisse un sourire, mais au moment même où il pénètre dans la pièce, Matsumi lui passe une menotte au poignet, révélant qu'elle sait pertinemment qu'il est Ken et qu'il a dû assommer Asano derrière l'un des tableaux avant de changer de déguisement pour la duper.
De plus, elle soutient qu'Asano lui ouvre toujours la porte avec galanterie, mais cette fois Ken a simplement avancé le premier sans l'attendre. Ken retire enfin son masque et aux côtés d'Asano, il se met à chercher les documents requis et après les avoir trouvés, il s'installe pour un dîner anticipé. Alors qu'il déguste le curry au cyanure que Matsumi a spécialement préparé pour lui, le téléphone se met à sonner, alors il s'excuse poliment et décroche. À sa grande surprise, l'appelant s'avère être Shinzo, qui commence à hurler à l'aide. Matsumi s'approche immédiatement et transforme l'appel en visioconférence, où Shinzo affirme qu'il échangeait des tirs nourris avec les ennemis, mais qu'il est désormais à court de munitions et d'armes. Matsumi explique à Asano que Shinzo est un véritable expert en maniement de toutes sortes d'armes, mais sans la moindre arme en main, il devient une véritable mauviette terrifiée partout. Pour remédier à ce problème, Matsumi envoie Asano sur le terrain avec une boîte à bento et une grenade afin d'infiltrer l'installation et de livrer le matériel à Shinzo. Il pénètre dans l'installation avec une grande furtivité, mais il est repéré par l'un des gardes qui lui pointe une arme sur la tempe. Asano est paralysé par la peur, mais il se souvient de la technique de contre-attaque que Shinzo lui a enseignée. Il repousse sa tête en arrière et saisit fermement le bras de l'attaquant avant de le frapper violemment au menton et de l'assommer. Presque instantanément, il entend d'autres gardes se précipiter vers lui, mais il conserve son sang-froid et utilise son entraînement à son plein potentiel alors qu'il donne un coup de genou puissant au visage du premier ennemi avant de bloquer le couteau avec son gilet pare-balles et d'assommer également tous les autres. Soudain, il aperçoit un autre garde légèrement plus éloigné et il se souvient alors du pistolet que Shinzo lui a confié il y a quelque temps. Il le sort sans attendre et l'utilise pour neutraliser le téléphone du garde, puis il procède à l'assommer également. Il trouve enfin la pièce où Shinzo se dissimule et ce dernier saute immédiatement sur Asano avant de se blottir contre son arme comme s'il s'agissait d'un chien. Asano semble un peu perplexe quand soudain des gardes les découvrent, mais le comportement de Shinzo change radicalement alors qu'il prend immédiatement les choses en main et abat les gardes avant même qu'ils ne puissent appuyer sur la gâchette. Il intime à Asano de le suivre de très près et s'élance à l'extérieur, écrasant un autre individu avec son épaule avant de l'utiliser comme bouclier humain et d'abattre le reste des ennemis. Après cela, il retire la goupille de la grenade et la lance en arrière sur les poursuivants, puis il tire, provoquant une explosion massive et dévastatrice. Il continue de courir et était sur le point de s'échapper de l'installation quand Asano est soudainement touché à la jambe par derrière. Il s'effondre au sol alors que le sang commence à jaillir abondamment, tandis que le tireur intime à Shinzo de lâcher son arme sous peine de tuer Asano. Shinzo lâche immédiatement son arme, mais Asano décide de prendre les choses en main et lance une fourchette à Shinzo qui l'attrape instantanément avant de la projeter vers le tireur, bloquant ainsi le canon de son arme et le forçant à changer de pistolet. Cela donne à Shinzo suffisamment de temps pour récupérer sa propre arme et ils se mettent à échanger des tirs. Le tireur finit par manquer sa cible, mais Shinzo est d'une précision redoutable comme à son habitude et abat le tireur sur le champ. Plus tard cette nuit-là, Shinzo rentre avec Asano sur son dos, ce dernier s'excuse d'avoir causé des ennuis inutiles alors qu'ils étaient sur le point de s'échapper. Shinzo lui dit de ne pas s'excuser car c'est sa responsabilité en tant que grand frère de le protéger en tout temps. Quelques jours s'écoulent quand une nuit, alors qu'Asano rentrait tranquillement chez lui, il est interpellé par un homme à l'allure de clochard qui lui exhibe son insigne de policier et lui ordonne de le suivre. Le clochard le ramène dans une salle d'interrogatoire et lui montre toutes les séquences vidéo d'Asano en train de se battre et de participer à des activités illégales telles que sa mission dans l'installation de fausses monnaies, la course-poursuite en voiture et les explosions à l'école, toutes divulguées sur le Darknet. Asano est légèrement effrayé par cette révélation, tandis que le clochard lui assure qu'il n'y a absolument aucun moyen qu'il ait pu accomplir tout cela seul et il demande à Asano à quelle organisation il est affilié. Asano réalise que ce cinglé essaie de le faire dénoncer sa propre famille. Asano nie catégoriquement faire partie d'une quelconque organisation, mais le clochard lui dit de se détendre et verse de l'eau dans un verre avant d'y glisser une tablette. Asano refuse catégoriquement de le boire, mais le clochard le lui fait avaler de force, sans ménagement. Heureusement, Asano était préparé à cette éventualité et a simplement stocké le tout dans un ballon avant d'ordonner au clochard de reculer. Cette fois, le clochard devient cependant beaucoup plus sérieux et tente de lui fracasser le visage avec un marteau. Asano recule immédiatement, esquivant de justesse ce coup incroyablement puissant alors qu'il se met dos à un coin de la pièce. Soudain, il remarque un sac mortuaire à ses côtés, d'où s'écoule du sang partout, et le clochard lui déclare d'un ton menaçant que l'individu était un trafiquant de drogue. Il l'a donc traduit en justice, sans impliquer les autorités légales. Asano se demande si ce flic est américain, alors que le clochard lui saisit la gorge et le projette contre le mur, lui hurlant une multitude d'instructions. Il demande à Asano une fois de plus de révéler toute la vérité, sinon il torturera ses amis à l'école. Mais Asano décide de s'en tenir fermement à sa déclaration et refuse de prononcer le moindre mot. Le clochard abat violemment le marteau sur lui, tandis qu'Asano s'esquive habilement, ce qui crée un énorme trou là où le marteau révèle le psychopathe, Iz, sirotant tranquillement son thé. Il explique que le clochard est en fait un ancien camarade de classe à lui et il lui demande ce qu'il pense réellement d'Asano. Le clochard s'approche en déclarant qu'Asano n'a pas trahi sa famille, il a tenu bon face à la menace de torture, ce qui signifie qu'il a réussi l'épreuve avec brio. Asano le regarde, l'air complètement confus, tandis que Iz leur dit de travailler en équipe avant de quitter la pièce. Ce matin-là, ils se traînent tant bien que mal jusqu'à l'école, plus épuisés que jamais, quand Iz arrive pour le renseigner, et au moment où Asano ferme les yeux une seule seconde, Iz déchaîne immédiatement une craie tonitruante sur lui, qu'Asano parvient à peine à esquiver.
Ise commence à enseigner comme si absolument rien ne s'était passé, mais il communique discrètement avec Asano en code Morse, expliquant qu'il est primordial pour un espion d'avoir un contrôle total sur son sommeil et qu'il doit impérativement rester dans un état de semi-éveil constant, tout comme certains animaux. Asano décide de montrer à ce professeur excentrique de quel bois il se chauffe en refusant de dormir, mais évidemment le professeur sort une petite balle et la fait exploser avec son plumeau. Immédiatement, la pièce se remplit d'un gaz soporifique et élégant, ce qui plonge tout le monde dans un sommeil profond à l'exception de Matsumi qui porte toujours un masque à gaz. Inquiète pour Asano, elle se tourne vers lui seulement pour le découvrir profondément endormi. Mais au moment où Ise lance une craie en sa direction, Asano change de vitesse, réagit vivement et tire sur la craie avec son pistolet paralysant. Matsumi est stupéfaite qu'Asano ait réussi à rester éveillé. Mais il s'avère qu'il est en réalité déjà dans un état de semi-éveil avancé. Ise intensifie son rythme et commence à lancer des craies à la vitesse fulgurante d'une balle, tandis qu'Asano les esquive et les abat une par une, tout en étant plongé dans un sommeil profond. Ce jour-là, lui a enseigné l'art de rester en semi-éveil, mais cela est également devenu un problème, car Asano a commencé à somnambuler, effrayant constamment Shinzo la nuit. Quelques jours plus tard, Asano reçoit un appel de la police de Homeo, qui lui ordonne de se rendre immédiatement au parc d'attractions où deux couples se promènent armés. Asano se rend sans tarder au parc d'attractions et s'assoit sur une chaise vide, tentant de déterminer quel couple est le plus susceptible de dissimuler une arme, quand Matsumi le surprend avec une boisson fraîche et désaltérante, affirmant qu'ils paraîtront moins suspects s'ils sont ensemble. Très vite, tous deux deviennent méfiants envers trois couples distincts et décident donc de les suivre un par un. En premier lieu, ils marchent derrière le couple Pump, ce qui contraint Asano à monter dans des montagnes russes où il perd connaissance à cause de la peur. Ils sortent et réalisent donc que le couple Pump est en fait très timide et absolument pas suspect. Après cela, ils suivent les membres de la famille de Samsulik, des individus musclés aux stéroïdes, qui semblent également totalement amoureux et ne montrent aucun signe de suspicion. Ils décident donc de suivre le troisième et dernier couple, vêtu d'un costume entièrement noir. Ils entrent dans un restaurant où Matsumi part chercher des boissons quand Asano découvre que même ce couple voulait simplement se faire une demande en mariage et rien de plus. Alors qu'il pensait que les véritables cibles avaient dû s'échapper, il entend une violente dispute éclater entre l'un des couples qui s'était montré si affectueux toute la journée. Ils s'avèrent être un couple extrêmement toxique et sortent des Uzis de sous leur capuche et commencent à se tirer dessus sans retenue. Tout le monde se bouscule pour s'enfuir à l'extérieur et dans la cohue, même Matsumi est poussé dehors avec la foule. Asano saute immédiatement sous la table avec le petit enfant et lui intime de rester absolument silencieux. Finalement, il en a eu assez et se révèle au grand jour avant de sortir son pistolet et de vider l'intégralité du chargeur sur le couple, les étourdissant et les neutralisant complètement. Bientôt, la police arrive sur les lieux et les emmène tous les deux, tandis que le clochard remercie chaleureusement Asano d'avoir mené à bien la mission car il a sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Une fois que tout est terminé, Asano décide enfin de se détendre et de passer un moment de qualité avec Matsumi. Il monte à la grande roue avec elle dans un parc désert et lui offre une rose qu'il avait conservée pour elle. La rose porte désormais un trou de balle, souvenir de toutes les fusillades, mais Matsumi l'adore et rougit, espérant que ce moment magique ne se terminera jamais. Quelques jours s'écoulent, révélant que quelqu'un a tenté de pirater les fichiers du foyer concernant les membres de la famille depuis 4 jours, et Shion a défendu sans relâche contre cette cyberattaque, piégeant finalement le hacker. Cependant, le hacker parvient à s'échapper en débranchant le câble, mais pas avant d'avoir réussi à obtenir la majeure partie des fichiers d'Asano. Après avoir pris une courte pause, Shion informe Asano et Matsumi, qui se préparent pour l'école, de l'incident avec le hacker. Bien qu'elle soit convaincue d'avoir sécurisé le système, Asano se sent mal à l'aise, pressentant de nouveaux problèmes à l'horizon. Sur le chemin de l'école, Asano pousse Matsumi hors de la trajectoire juste à temps pour esquiver des aiguilles acérées, apercevant une silhouette fine dissimulée derrière un poteau, et ils courent à travers les ruelles, mais ne parviennent pas à semer leur assaillant. Asano finit par faire face à son assaillant, bloquant un assaut aérien et repoussant la jeune fille. L'attaquante Kiri est visiblement excitée par la force d'Asano, révélant qu'elle est obsédée par lui et désire le tuer par amour, et Matsumi la reconnaît comme une espionne notoire qui traque et élimine les hommes dont elle devient obsédée. Kiri, visiblement irritée par ce surnom, révèle à Asano qu'il est célèbre dans le monde souterrain avec une prime de 100 000 $ sur sa tête. Elle affirme ne pas être intéressée par l'argent, mais vouloir le tuer par pur amour, prouvant ainsi qu'elle connaît tous ses moindres habitudes et ses missions. Asano, conservant son calme, décline son offre de vivre ensemble, affirmant sa loyauté indéfectible envers Matsumi, ce qui met Kiri dans une rage folle. Elle menace alors Matsumi mais révèle que Hise lui a formellement interdit de nuire à la famille Yosakura, choquant Asano et Matsumi car il réalise que Hise a en fait permis à Kiri de cibler Asano spécifiquement. Kiri attaque avec des aiguilles, mais manque délibérément, faisant étalage de son habileté avant de partir. Plus tard, en classe, Kiri est présentée comme une nouvelle élève transférée assise à côté d'Asano. Elle l'attaque en jouant avec une aiguille, qu'il bloque avec un cahier, inaugurant une série d'esquives quotidiennes, Kiri tentant sans cesse de le blesser, cachant des aiguilles dans son siège, son crayon et son ballon de basket. Malgré le harcèlement constant, Asano s'adapte, évitant ses attaques même pendant le déjeuner avec Matsumi. Cependant, ce jeu incessant les épuise tous les deux. Kiri, frustré, incapacite toute la classe avec des aiguilles, leur ordonnant de capturer Asano, et malgré ses dénégations d'innocence, Asano est capturé. Juste au moment où Kiri s'apprête à le tuer, Matsumi intervient et soudain, l'agresseur de tout à l'heure refait surface, tirant sur Kiri. Matsumi la sauve mais est légèrement blessé et cela rend Asano furieux qui vainque l'attaquant et se précipite aux côtés de Matsumi.
Kiri, perplexe devant le sauvetage de Matsumi, se sent partagée mais reconnaissante, s'attachant à Matsumi, jurant de tuer Asano pour garder Matsumi pour elle seule, et Matsumi dit à Asano de voir Kiri comme une petite sœur. Quelques jours plus tard, Shion invite Asano dans sa chambre, le défiant à une partie dans le cadre de son entraînement, et Matsumi le prévient des sessions de jeu intenses de Shion. En jouant au jeu, ils arrêtent un train détourné dans la réalité, réalisant que Shion transforme les missions réelles en jeu. La pression monte alors qu'ils sont confrontés à une menace terroriste impliquant un hélicoptère et des drones. Asano, en difficulté au départ, utilise un bug pour faire revivre un boss et vaincre les drones avec l'aide de Kiri, sauvant la mise. Shion, furieuse de son utilisation des bugs, force Asano à jouer avec elle pendant 2 nuits consécutives, et épuisée, Asano se demande quelle sera sa prochaine mission en s'endormant enfin. Quelques jours passent, et un matin, alors qu'Asano fait son entraînement intense avec 500 kg de poids sur le dos, il reçoit un appel de Nano qui a besoin d'aide. Nano explique qu'il est en mission top secrète dans un laboratoire diabolique où des scientifiques conçoivent des armes biologiques. Ils ont fabriqué une pilule qui peut tuer instantanément quiconque dans un rayon de 10 km si elle explose. Nano, prenant la situation à la légère, dit qu'il a endormi les laborantins avec ses produits chimiques, mais ne voulait pas risquer de sortir l'arme biologique. Alors il l'a avalée, confiant dans les défenses de son corps, pour la neutraliser. Cela le rend très somnolent et le fait agir comme un ivrogne. Il a besoin qu'Asano vienne le récupérer avant que les scientifiques ne se réveillent et le trouvent. Asano s'habille rapidement et se rend à l'emplacement du laboratoire. Il trouve la zone étrangement calme et jonchée de gardes inconscients, se demandant si tout cela était l'œuvre de Nano. Soudain, il entend un garde, mais avant qu'il ne puisse agir, une chaîne lestée met le garde hors de combat. 2 jeunes hommes apparaissent, reconnaissant Asano et se présentant comme Tsui et Oga d'une unité de renseignement du gouvernement. Tsui explique qu'ils ont été envoyés pour neutraliser le laboratoire. Oga, avec son ouïe fine, perçoit d'autres ennemis. Tsui souhaite bonne chance à Asano, mais Oga insiste pour une alliance, franchissant les gardes ensemble avec aisance. À l'intérieur du laboratoire, Asano trouve Nano inconscient. Alors qu'il le surveille, une chaîne vole vers Nano. Asano la dévie avec son couteau, se blessant au bras. Tsui révèle qu'ils savent que Nano a avalé l'arme biologique et le voit comme une menace. Asano se place protecteur devant Nano, refusant qu'il lui fasse du mal. Tsui, utilisant la respiration du tonnerre, tranche rapidement le pistolet et le corps d'Asano, le faisant saigner abondamment. Oga est contrarié, mais Tsui insiste pour rester concentré. Alors qu'il s'apprête à tuer Nano, Nano se réveille, expliquant qu'il a neutralisé les toxines et propose de le prouver avec un patch test. Tsui vérifie le patch, confirmant la neutralisation de la toxine. Leur mission accomplie, Tsui laisse une pommade pour les blessures d'Asano et s'en va. Nano s'occupe d'Asano, l'exhortant à rester éveillé, mais Asano s'évanouit à cause de ses blessures. Quelques jours plus tard, Asano se réveille vivant, mais est puni par Ise qui le soumet à une punition humiliante à cause d'un article affirmant que la famille Osakura a été vaincue par des espions du gouvernement. Cela met Ise en colère, qui a également reçu de mauvaises critiques sur Google. Matsumi et Nano interviennent, retirant le bâillon d'Asano qui se sent coupable d'avoir déçu la famille. Ise dit à Asano de se racheter en battant les espions et en dérobant leurs renseignements. Le lendemain, Asano commence à filer Tsui, qui le remarque rapidement et déshabille Asano, le faisant arrêter pour exhibitionnisme. Cela se produit à plusieurs reprises, frustrant Asano. Finalement, après avoir réussi à suivre Tsui pendant une journée entière, Tsui félicite Asano et l'attaque. Cette fois, Asano anticipe l'attaque, saisit la main de Tsui et le projette en l'air, ayant appris le premier mouvement prévisible de Tsui. Tsui atterrit avec aisance, reconnaissant les progrès d'Asano. Oga soigne Asano, qui se sent fier d'avoir surmonté ce défi. Cependant, le journal des espions rapporte ses apparitions nues, le qualifiant de pervers, un nouveau problème qu'il ne sait pas comment gérer, bien que Matsumi le rassure en lui affirmant qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive. Quelques jours s'écoulent, et un matin, Matsumi demande à Asano s'il peut l'aider pour une course, et Asano, toujours prêt à rendre service, accepte. Ils commencent à marcher dans un parc animé, Asano portant un lourd fardeau sur le dos, se demandant pourquoi Matsumi lui demande de porter autant. Matsumi le rassure de continuer jusqu'à ce qu'ils atteignent un banc, où Tsui, avec ses cheveux verts, les attend. Tsui les salue sèchement tandis que Matsumi s'enquiert de son bien-être. Confus, Asano demande ce qui se passe. Matsumi explique qu'ils ont des affaires avec Tsui, mais Asano, toujours perplexe, demande si elle le connaît. Matsumi sourit et dit de ne pas s'inquiéter, le qualifiant simplement d'ami, ce qui rend Asano mal à l'aise, mais elle le rassure en lui disant que c'est normal dans le monde des espions. Ils marchent ensemble, Tsui et Matsumi, discutant, tandis qu'Asano traîne derrière comme une mule chargée. Ils entrent dans un café chic, ce qui déroute Asano davantage, car il s'attendait à une mission importante. Tsui commande un café complexe impressionnant Matsumi, mais soudain, une trappe s'ouvre sous eux et ils chutent. Asano, portant la lourde charge, tombe en chute libre seul, tandis que Tsui porte Matsumi en princesse, tous deux discutant. Tsui les accueille dans le bâtiment des espions du gouvernement, avertissant Asano de rester vigilant car cela pourrait devenir dangereux. Des flèches, des fléchettes, des pointes et des lasers volent devant eux.
Tsui dévie élégamment les attaques avec son épée tandis qu'Asano esquive frénétiquement. Tsui atterrit gracieusement mais Asano s'écrase la tête la première. Tsui avertit Asano de bouger alors qu'une énorme boule de métal manque de l'écraser. Une femme réduit la boule en morceaux d'un coup de poing et Asano, émerveillé, se demande s'il peut protéger Matsumi. Il s'assoit, révélant que le fardeau d'Asano était des sucreries pour un goûter. La femme, Rin, dévore un gâteau entier pendant que Tsui grignote et qu'Asano reste perplexe. Matsumi explique que Rin est une camarade de classe de Hise et qu'elles étaient en rivales mais toutes deux tenaient profondément à elle. Rin, critiquant Asano, remet en question sa capacité à protéger Matsumi. Tsui traite Asano de salaud mais Matsumi le défend, louant sa forte volonté. Soudain, les murs tremblent et se brisent et Hise entre en colère, les accusant d'avoir pris Matsumi sans permission. Rin l'affronte mais Hise attaque avec des fils. Rin démolit ses fils d'un coup de poing et ils commencent à se battre férocement. La bataille intense provoque la dégradation de l'installation, déclenchant une alarme d'évacuation. Matsumi dit à Asano que cela arrive souvent, le choquant. Alors il essaie d'arrêter le combat mais est maîtrisé. Matsumi saute entre eux, les forçant à s'arrêter, mais ils ne peuvent pas arrêter leurs attaques à temps. Asano plonge, encaissant les 2 coups destinés à Matsumi et s'effondre dans ses bras. Matsumi leur dit calmement d'arrêter de se battre ou elle ne leur parlera plus jamais, les remettant immédiatement au pas. Hise tremble de peur et Rin s'excuse auprès de Matsumi. Elle loue Asano pour sa bravoure et Matsumi le rassure en lui disant qu'il est fort. Quand Asano reprend conscience, Rin lui assigne d'enquêter sur un politicien éminent nommé Kuro, qui semble excentrique mais est en fait maléfique, utilisant des espions de première classe pour l'extorsion, la corruption et le meurtre. Les espions du gouvernement ont trouvé des preuves minimes et ont besoin de plus pour l'incriminer. Asano est choisi parce que Kuro ne se méfiera pas d'un étranger. Tsui coupe les cheveux d'Asano, Matsumi les teint en noir et il l'habille en secrétaire. Horrifié par son nouveau look, Asano devient le secrétaire de Kuro. Lors d'une apparition publique, des manifestants traitent Kuro de tyran. Au milieu du chaos, un grand haut-parleur tombe sur un manifestant mais Kuro le sauve, faisant semblant de se soucier du public, boostant sa popularité. Asano apprend que Kuro a mis en scène le sauvetage, célébrant dans une ambulance. Asano écoute aux portes, découvrant des plans d'activités illégales communiqués par la danse et le code Morse. Il découvre un complot pour bombarder une conférence en présence du Premier ministre. Asano empêche l'explosion en jetant la bombe à l'extérieur où elle détonne sans danger. Kuro, conscient de l'interférence d'Asano, lui tire dessus avec un pistolet à paintball et essaie d'activer une autre bombe remplie de barbe à papa. Tsui intervient, désarmant Kuro et ses espions qui fuient, laissant Kuro capturé. Dans la camionnette, Kuro révèle qu'il sait que la famille d'Asano n'est pas morte dans un accident, mais a été assassinée. Asano, enragé, exige des réponses, tombant dans le piège de Kuro. Asano demande comment Kuro connaît sa famille, mais Kuro refuse de répondre, ne donnant que des conseils cryptiques sur les vérités cachées du monde. Soudain, Asano reçoit un appel de Tsui qui l'informe d'une urgence. Le vice-premier ministre a été enlevé et son état est diffusé en direct depuis un lieu inconnu. Le vice-premier ministre à la réunion était un faux et Tsui croit que Kuro a tout planifié et que Tsui veut qu'Asano interroge Kuro pour trouver l'emplacement du vice-premier ministre. Kuro, entendant cela, dit que le timing est opportun car il avait prévu d'aller sur le site de l'enlèvement. Ses liens se défont et il laisse tomber une bombe boucle d'oreille, faisant exploser la camionnette. Pendant ce temps, au manoir Yozakura, l'expérience de Nano tourne mal, provoquant une explosion. Matsumi se précipite avec un masque à gaz, trouvant Nano avec ses muscles qui grossissent de manière incontrôlable. Nano reprend le travail, inquiet pour Asano, essayant de créer une puissante potion de guérison. Matsumi partage son inquiétude, mais y fait face en préparant un festin pour accueillir Asano à la maison, croyant que la nourriture le guérira. Nano dit à Matsumi que Kengo fabrique un visage lavable en machine pour Asano au cas où il serait méconnaissable. Shion est en train de détruire les ordinateurs de leurs détracteurs pour éviter les problèmes si quelque chose arrive à Asano. Shinzo est tellement inquiet qu'il se cache dans une poubelle. Hise et Futa prennent le thé, Futa étant confiant dans les capacités d'Asano et Hise souhaitant sa disparition. Matsumi reste anxieuse pour son mari. De retour sur le site de l'explosion, Asano sauve le conducteur des flammes, indemne physiquement mais mentalement effrayé par les paroles de Kuro. Tsui appelle et Asano l'assure qu'il va bien et a sauvé le conducteur, mais Kuro s'est échappé. Tsui révèle que Kuro est un ancien espion légendaire, cru mort il y a 6 ans, maintenant politicien. Ils s'attendaient fort à l'évasion de Kuro et lui ont placé un GPS instruisant Asano de rentrer chez lui car sa mission est terminée. Kuro, diffusant en direct sa rencontre avec le vice-premier ministre enlevé, provoque le chaos public. Le ministre, déçu par Kuro, ne comprend pas ses motivations. Kuro, retirant son déguisement, révèle ses yeux noirs et le ministre le reconnaît comme un espion de son passé. Asano arrive à temps, tirant sur l'appareil d'enregistrement. Kuro refuse de libérer le ministre, sachant qu'Asano ne peut pas lui tirer dessus sans blesser le ministre.
Kuro tire sur la main d'Asano, le forçant à lâcher son arme. Asano réduit la distance, attrapant Kuro par derrière, mais Kuro le projette au sol, le ligotant avec des fils d'acier. Asano demande comment Kuro connaît les techniques de la famille Yozakura. Kuro explique ses compétences en collecte d'informations et sa quête de vengeance après avoir perdu sa fille à cause de la trahison d'un politicien. Asano refuse l'offre de Kuro de révéler des informations sur sa famille en échange de son retrait. Tsui arrive, coupant un trou dans le sol, emmenant les espions de Kuro avec lui. Asano combat Kuro qui connaît toutes ses techniques et utilise un couteau empoisonné sur lui. Asano, se souvenant du conseil de Ise sur la façon de surprendre les adversaires, utilise une technique de pas silencieux pour se placer derrière Kuro, bloquant son couteau avec de la peau synthétique. Asano enraye le pistolet de Kuro avec de la bave, coupe le deuxième pistolet avec un fil d'acier et immobilise Kuro. Kuro, reconnaissant sa chute due à l'excès de confiance, loue Asano et décide de partager des informations. Kuro donne à Asano un bout de papier mais est abattu dans le cou avant qu'il ne puisse parler. Alors il soupçonne un autre assassin d'avoir réduit Kuro au silence. Asano, fier mais troublé, tient le bout de papier. Le papier mène Asano à la tombe de la fille de Kuro, réalisant le dernier souhait de Kuro. Il trouve une boîte avec des informations sur sa famille. De retour à la maison, Asano est accueilli par sa famille, Matsumi le serrant dans ses bras, tout le monde louant ses efforts. Bien qu'il ait encore beaucoup de questions en tête, il trouve le bonheur et la compagnie avec sa nouvelle famille et embrasse le moment. Quelques jours plus tard, Rin appelle Asano et Matsumi à son quartier général. Alors qu'il s'assoit, Rin félicite Asano pour sa mission réussie et annonce qu'ils vont célébrer avec un hot pot. Tout le monde se rassemble autour de la table et Rin met une énorme quantité de riz dans le bol d'Asano puis part préparer le hot pot. Asano, curieux, demande à Tsui ce que Rin veut dire. Tsui explique que chaque fois que Rin prépare un hot pot, elle chasse et capture tous les animaux elle-même avant de les ramener pour les cuisiner. Rin s'approche d'un énorme tas d'animaux morts monstrueux, décidant quelle viande utiliser en premier. Tsui propose d'aider et d'un élégant coup de son épée, il coupe habilement tous les animaux en morceaux de taille parfaite pour le hot pot. Alors que la délicieuse odeur de nourriture emplit la pièce, Asano sert de la soupe, de la viande et des légumes à Matsumi. Elle le remercie chaleureusement, mais avant qu'elle ne puisse prendre une bouchée, Ise fourre une bouchée de légumes dans la bouche d'Asano, l'étouffant. Ise dit à Asano que servir Matsumi est son privilège seul. Il prépare ensuite un bol pour Matsumi, seulement pour que Rin lui enfonce la tête dans le bol, lui disant d'arrêter d'être jaloux. Furieux, Ise commence une bataille de nourriture et tout le monde s'écarte rapidement. Toda, incapable de supporter le gaspillage de nourriture, essaie d'attraper un bol mais est assommé par un gâteau de poisson volant. Pendant ce temps, Tsui esquive calmement la nourriture volante, attrapant des morceaux de viande et les mangeant. Il dit à Asano qu'esquiver la nourriture qui ne lui est pas destinée est facile, puis utilise sa technique de marche spéciale pour remplir des bols pour Matsumi et Asano. Matsumi donne un bol à Asano et garde l'autre, tandis que Tsui avertit Asano que la technique de marche peut endommager leurs os si elle n'est pas effectuée correctement. Avant qu'Asano ne puisse réagir, un morceau de viande chaude le frappe au visage, le faisant crier tandis que Tsui continue de manger sans être dérangé. Après le repas, Oga et Rin s'endorment sur le sol et Tsui nettoie rapidement. Asano s'assied derrière une étagère, fixant un petit cube, se demandant s'il contient la vérité sur la mort de sa famille. Matsumi le rejoint, lui demandant si le cube contient des informations sur sa famille, et il confirme que oui. Asano confie que bien qu'il ait sauvé le premier ministre de Kuro, il y a eu une fraction de seconde où il a pensé à venger sa famille de la même manière que Kuro, le faisant se sentir pas mieux que Kuro. Matsumi l'embrasse sur la joue, le surprenant. Elle sourit, affirmant qu'elle voulait le réconforter. Le cube s'ouvre, révélant une bille. Ise l'identifie comme un dispositif optique, mais voyant Matsumi embrasser Asano, les yeux de Ise saignent alors qu'il se prépare à attaquer Asano. Rin le retient, disant à Asano de courir. Plus tard, Asano et Matsumi rentrent chez eux. Asano, se sentant fatigué, réalise que quelqu'un est assis sur sa tête, avec l'assassin Ayaka en tenue de femme de chambre. Matsumi explique qu'Ayaka restera comme femme de chambre pour gérer les tâches quotidiennes et protéger Asano. Ayaka, affirmant tout savoir sur le lecteur optique, le prend à Asano. Shion, entrant somnolente, prend la bille, notant qu'elle est vieille et endommagée. Elle dit que cela prendra du temps pour extraire les données. Matsumi emmène Ayaka pour lui apprendre à faire du thé, tandis qu'Asano s'inquiète d'avoir un assassin dans la maison. Ayaka dit à Asano que sa prime a augmenté, faisant de lui une cible plus grande. Elle essaiera de l'assassiner quotidiennement pour s'entraîner, elle lui lance des fourchettes et Asano contemple son avenir. Ce soir-là, épuisé, Asano est allongé sur la table. Matsumi propose de lui faire du thé, mais il veut d'abord un bain. Entrant dans la salle de bain, Ayaka le surprend, prenant des photos et brandissant une solution acide qui brûle les murs. Esquivant ses attaques, le système de défense de la maison s'active, choquant Ayaka. Asano court-circuite l'alimentation électrique, sauvant Ayaka, mais Ise le trouve dans une position compromettante et le poursuit avec l'appareil de torture. Ayaka nue rejoint la poursuite, étant tombée amoureuse d'Asano à nouveau.
Quelques jours plus tard, Asano commence ses missions régulières. Un jour, il oublie son téléphone et Matsumi remarque un appel de quelqu'un nommé Kaworu. Saisissant le téléphone, Asano coupe l'appel et part, rendant Matsumi méfiante. Ayaka l'effraie, affirmant que ce sont des signes de tricherie. Matsumi, faisant confiance à Asano, dit à Ayaka de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, Matsumi emmène Goliath en promenade avec Asano, profitant d'un moment de qualité ensemble. Goliath, un mélange spécial de loup mystique et de chien, peut changer de forme. Il grandit et Matsumi le monte, offrant à Asano une promenade. Goliath le repousse avec sa queue, forçant Asano à tenir une laisse. Goliath court à une vitesse incroyable, traînant Asano à travers l'eau, le laissant tremper dans un parc. Soudain, une explosion se produit. Matsumi sauve les enfants tandis que Goliath la couvre. Il réalise qu'Asano a subi le plus gros des dégâts, rendant Matsumi en colère. Goliath suit l'odeur du détonateur, menant à un sous-sol où l'agresseur est tué par Goliath. Ce soir-là, Asano reçoit un appel et se précipite chez lui. Matsumi et Goliath suivent Asano, lui permettant de monter Goliath. À la maison, Ayaka accuse Asano de tricherie, rejointe par Hiz. 2 espions du gouvernement arrivent, clarifiant que Kaworu est un vieil homme et montrant les feuilles de thé rares qu'Asano a obtenues pour Hiz. Hiz, ému par l'effort d'Asano, s'étouffe de honte. Ils s'assoient tous pour le thé, discutant des futurs plans pour la famille Ozakura. Quelques jours plus tard, Fyuta entraîne les réflexes d'Asano en lui tirant des balles de baseball avec une mitrailleuse Gatling. Il a du mal à tous les esquiver et après la séance d'entraînement intense, rentre chez lui épuisé. À la maison, Asano trouve Matsumi en train de regarder un vieil album photo. Les photos montrent tout le monde beaucoup plus jeune et Matsumi le partage fièrement avec Fyuta et Asano. Curieux de l'occasion, Asano demande et Matsumi explique qu'elle a été prise pour célébrer le fait que Nano ait réussi son examen de licence d'espion. Fyuta ajoute que c'est une tradition familiale de prendre une photo de famille quand quelqu'un obtient sa licence. Intrigué, Asano demande ce qu'est la licence d'espion. Fyuta et Matsumi échangent un regard avant d'expliquer qu'une licence d'espion est comme une carte de membre délivrée par l'association des espions, établie au début du XXe siècle pour soutenir les espions. L'association organise des examens annuels et ceux qui réussissent reçoivent une licence d'espion. Fyuta montre sa licence dorée, le rang le plus élevé. Elle dit à Asano qu'une licence d'espion donne accès à des renseignements et à des références d'emploi de l'association, ainsi qu'à d'autres avantages. Tout le monde commence au rang de bronze et progresser par des examens augmente leur niveau. Des niveaux plus élevés signifient des missions plus difficiles, mais de meilleures récompenses. Désireux de participer, Asano exprime son intérêt à passer l'examen de licence. Fyuta l'encourage, mais Hiz, qui a entendu la conversation, lui rappelle que chaque membre de la famille a réussi du premier coup et l'avertit que l'échec n'est pas une option. Asano se prépare aux menaces de Hiz, mais est interrompu par le cri d'Ayaka, venant de la chambre de Shion. Se précipitant sur les lieux, il trouve Ayaka en pleurs, s'excusant auprès de Shion. Shion explique qu'Ayaka a accidentellement causé un bug alors qu'elle travaillait sur un programme. Soudain, une scène de film d'horreur est diffusée sur le grand écran, effrayant Asano. Cependant, Matsumi et Shion réalisent de vite le vrai problème. Fyuta est paralysé par la peur. Emmitouflé dans une couverture et tremblante, Fyuta est terrifié par les fantômes car ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur eux. Matsumi et Shion se souviennent comment Fyuta a détruit une maison hantée par peur. Matsumi réconforte Fyuta, l'assurant qu'elle ira bien après un peu de repos. Malgré leurs efforts, Fyuta reste nerveuse, grimpant même sur la tête de Matsumi au moindre bruit. Shion en profite pour mentionner de prétendues activités paranormales dans la maison, effrayant encore plus Fyuta. Matsumi arrête Shion avant que Fyuta ne lui arrache les cheveux. Le reste de la journée, Fyuta s'accroche à Matsumi et a constamment besoin du soutien de ses frères et sœurs. Shikane demande à Shion de l'accompagner aux toilettes et Shinzo tire sur la télécommande pour changer de chaîne quand un programme d'horreur apparaît. Kango essaie de lui faire une farce mais est réprimandé par tout le monde. Après une longue journée à s'occuper de Fyuta, Matsumi la met au lit et demande à Asano de monter la garde. Fyuta, toujours tremblante, se calme tandis que Matsumi lui lit son histoire préférée du soir, une adaptation moderne d'un célèbre conte japonais. Matsumi s'endort au milieu de l'histoire et Asano prend le relais, lisant l'histoire d'un garçon qui devient l'espoir de l'humanité et bat son ami démon dans la bataille finale. Bien qu'il trouve l'histoire gênante, Asano la lit jusqu'à la fin. Fyuta, maintenant calme, remercie Asano et raconte que sa mère lui lisait cette histoire. Après la mort de sa mère, elle est devenue craintive, craignant de ne pas pouvoir protéger ses proches. Fyuta confie ses insécurités en tant que fille aînée, se sentant un échec pour avoir elle-même besoin de soins. Asano écoute, partageant sa propre peur de perdre des êtres chers, mais expliquant que cela le motive à devenir plus fort. Fyuta rit doucement, lui disant d'aller se coucher et lui souhaitant bonne chance pour son examen de licence. Le jour de l'examen de licence d'espion, la première tâche consiste à courir avec de lourds poids attachés aux pieds. Matsumi encourage Asano depuis la zone d'attente alors qu'il dépasse tout le monde et termine premier. Certains participants semblent mécontents de son succès. Pendant une pause, Asano mange des boulettes de riz faites par Matsumi qui lui dit de se reposer avant le prochain test.
Un gars avec une crête qu'il a battu plus tôt prévoit d'éliminer Asano pour réclamer sa prime, mais avant qu'il n'atteigne Asano, un autre participant nommé Hoshi le projette au loin avec une rafale de vent, avertissant que les combats internes ne sont pas autorisés. Mohawk maudit Hoshi, mais bat rapidement en retraite quand il voit que son couteau est cassé. Asano remercie Hoshi qui minimise, disant qu'il protégeait juste ce qu'il aime. Hoshi mange un grain de riz sur le visage d'Asano, faisant un commentaire flirtant qui met Asano mal à l'aise. Matsumi reconnaît Hoshi comme le dragueur numéro 1 du monde de l'espionnage. Connu pour ne pas se soucier de l'âge ou du genre. Elle lui ordonne avec colère de rester loin de son mari, mais Hoshi déclare qu'il est heureux d'être un amant secondaire. Il prend des photos en gros plan d'Asano et révèle une minuscule poupée Asano qu'il a fabriquée avec des vêtements et des cheveux laissés sur les lieux de mission. Effrayé, Asano est soulagé quand le prochain test est annoncé. Il s'agit de se libérer de chaînes sous l'eau, ce qu'Asano fait facilement. Hoshi, dans le réservoir voisin, continue ses commentaires flirtants. Le test suivant est un cache-cache avec des bourreaux et Hoshi trouve Asano, le serrant fort et attirant l'attention du bourreau. Lors du test de désamorçage de bombe, Asano réussit avec du temps à revendre, mais Hoshi est toujours là pour l'embêter. Pendant l'examen écrit, les mauvaises réponses entraînent d'être collées au plafond. Asano a du mal, alors Hoshi lui montre sa feuille de réponse complétée. Le test terminé, les participants se rassemblent pour recevoir leur licence d'espion. L'endroit commence à se démanteler, créant un dernier défi. Le couloir s'effondre et tout le monde court en avant. Mohawk frappe Asano, le faisant tomber. Asano s'accroche au sol qui s'effrite, mais Hoshi l'aide, créant une rafale de vent qui les soulève tous les deux en sécurité. Hoshi révèle qu'il est un espion de rang argent et un examinateur pour l'examen chargé de juger le caractère. Il loue la détermination d'Asano et lui accorde sa licence. Asano, ravi, pense que Hoshi plaisantait à propos de son béguin, mais Hoshi insiste qu'il est sérieux. Plus tard, une fête est organisée pour célébrer l'accomplissement d'Asano. Is arrive en retard, expliquant qu'il est tombé à travers les murs qu'il avait creusés pour espionner Matsumi. Futa réalise qu'il était aussi derrière les événements effrayants, le punissant en lui brisant les os. Ils prennent une photo de famille pour célébrer qu'Asano a réussi son examen de licence d'espion et la placent dans l'album de famille, marquant une autre étape de leur parcours ensemble. Quelques jours passent quand Asano rentre d'une longue journée d'école, seulement pour trouver le colonel Sanders dans son sac, qui en sort et lui dit qu'il ne voulait pas s'occuper de tous les pièges, alors il a sauté dans son sac. Il se présente comme le grand-père de cette famille, mais comme toute personne censée le ferait, Asano commence à lui tirer dessus avec son arme. Heureusement, Matsumi l'empêche de tuer leur grand-père et le présente comme Papy Ban. Le grand-père louche essaie de flirter avec Ayaka avant de donner de l'argent à Matsumi pour la féliciter de son mariage, puis il veut sortir avec Asano pour qu'ils se connaissent. Avant qu'il ne puisse sortir, Is arrive et le piège complètement avec ses fils, lui disant de retourner immédiatement en prison. Asano a l'air choqué, mais le grand-père lui dit qu'il est juste stationné en permanence en prison dans le cadre de sa mission et qu'il y retournera plus tard. Is lui dit de suivre ses ordres s'il ne veut pas être blessé, mais Ban le défie et s'échappe des fils sans problème avant de déployer une bombe fumigène et de s'enfuir avec Asano. Is appelle immédiatement Asano et lui dit que Ban est un espion de première classe, expert en infiltration et évasion de installations secrètes, mais aussi un grand bavard qui divulgue toutes les informations à toute femme qu'il voit juste pour l'impressionner. Il dit à Asano de tabasser Ban si nécessaire, mais de s'assurer qu'il reste sous contrôle. Asano regarde autour de lui avec malaise alors que la vieille mégère l'a emmené dans un bar où il s'est entouré de filles et était sur le point de révéler des informations top secrètes quand Asano passe à l'action et essaie de l'arrêter. Malheureusement, le vieux gredin est trop rapide et s'échappe, mais Asano s'y était préparé et a utilisé une colle spéciale pour le faire coller à la chaise. Ban s'en fiche et saute hors de ses vêtements avant de défier Asano de l'attraper. Même après avoir utilisé toutes les astuces de son arsenal, Asano n'arrive même pas à l'approcher, alors Ban lui offre un verre mais il refuse car il est mineur. Ban le qualifie de meilleur homme pour ne pas prendre de risques dans sa vie et lui parle ensuite de son propre amour pour la grand-mère Yosakura nommée Kiko. Il affirme qu'elle lui a donné une nouvelle vie et qu'il l'aime plus que tout. Asano se demande comment diable il est censé ramener ce vieil homme en prison quand une vieille dame aux cheveux bleus s'approche de lui et lui met calmement des menottes explosives spéciales au bras de Ban. Il se retourne surpris, seulement pour réaliser que c'est sa femme, Kiko. Il commence immédiatement à la saisir et à l'embrasser tandis qu'elle lui dit de retourner en prison car il est censé être en mission pendant que Matsumi court vers Asano affirmant qu'elle savait que sa grand-mère pouvait s'occuper de Ban. Bientôt, Matsumi et Asano rentrent chez eux tandis que Kiko permet à Ban de passer une journée avec elle. Quelques jours plus tard, les Yosakura décident d'aller au centre commercial pour acheter des fournitures et Asano apprend vite que ce centre commercial est conçu pour le monde souterrain car Matsumi achète calmement des grenades dans des distributeurs automatiques et des munitions dans un magasin de boba, tandis que les autres membres achètent aussi des fournitures et des jouets pour eux-mêmes. Après s'être acheté une chemise pare-balles, Asano trouve une jeune fille perdue qui leur dit que des hommes ont emmené son père de force au sous-sol. Matsumi semble savoir où ils sont et tape immédiatement un code pour l'ascenseur,
qui les emmène au marché aux puces souterrains très dangereux. En marchant dans l'allée sombre, il trouve son père tourmenté par un gangster qui voulait de l'argent et menacé de tuer sa famille. Mais Asano utilise immédiatement son pistolet paralysant pour l'assommer tandis que la famille se réunit. Cela s'avère être une mauvaise idée car tout le monde reconnaît Matsumi et Asano et décide de réclamer la récompense d'un demi-million de dollars sur la tête d'Asano, mais Hiss apparaît de nulle part et les sauve en utilisant calmement ses fils pour éliminer les voyous. Bientôt, un tas d'autres gangsters arrivent aussi, mais aussi le reste de la famille Yozakura qui en fait un jeu amusant alors qu'ils détruisent non seulement les ennemis, mais aussi tout le sous-sol du centre commercial qui commence à couler alors qu'ils quittent le centre commercial après une joyeuse journée de shopping. Un matin, Asano rêve d'un jour où sa famille planifie un voyage de camping seulement pour que la pluie ruine leur plan. Asano divertissait son jeune frère avec ses compétences en jeux vidéo, tandis que leur mère l'encourageait à canaliser cette énergie vers les études ou le sport. Ils plaisantaient et riaient jusqu'à ce que la tragédie frappe et Asano perde toute sa famille dans un accident de voiture. Le rêve se termine à leur funérailles, le réveillant en sursaut, tremblant et en sueur. Plus tard, Shion partage que le dispositif de mémoire optique qu'Asano a reçu de Kuro contient une liste d'invités pour une réception de mariage Yozakura. Plus précisément, le mariage du 9e chef de famille, leurs parents. Shion affiche la liste sur un écran géant, notant que la plupart des invités étaient des civils, suggérant que c'était un événement public. Ce qui choque Shion, c'est la présence des parents d'Asano sur la liste. Shion dit à Asano, surpris, que bien que cela ne suffise pas à tirer des conclusions, cela suggère une connexion entre sa famille et les Yozakura avant sa naissance. Asano traite cela rapidement, se rappelant les mots de Kuro sur les circonstances anormales de sa survie et l'accident qui a tué sa famille. Il dit qu'il s'est préparé mentalement à toute révélation depuis lors. Matsumi, cependant, est profondément secoué, pleurant et incapable de regarder Asano dans les yeux, craignant que sa famille ne soit morte à cause de leur connexion avec les Yozakura. Asano lui tient les mains, l'exhortant à ne pas tirer de conclusions hâtives. Il lui dit qu'ils doivent en apprendre davantage sur cette connexion avant de porter un jugement. Touché par ces mots, Matsumi se calme, tandis que Shion lui dit jalousement d'aller prendre une chambre. Asano demande ensuite à Shion de l'aider à découvrir plus de choses sur ses parents, même si c'est ennuyeux. Shion, agacé, lui pique les yeux et lui dit de ne pas lui parler comme à une étrangère. Shion élabore un plan pour visiter le monde souterrain, soupçonnant que toute information restante sur l'ancien chef de famille pourrait s'y trouver. Elle envoie Asano à la Bibliothèque des Morts, une organisation privée qui recueille des informations sur les personnes disparues sans laisser de traces. Suivant ses instructions, Asano descend dans une bouche d'égout dans une zone reculée. En entrant dans la bibliothèque, Asano voit des gens lire des livres sur des sujets classifiés. Un homme rit d'une méthode de mort particulière, seulement pour être instantanément réduite au silence par la bibliothécaire Mi, une espionne de rang argent qui déteste le bruit. Shion avertit Asano de rester silencieux car Mi punira quiconque fait du bruit. L'ouïe de Mi est si fine que Shion réduit le volume des écouteurs d'Asano au minimum. Naviguant silencieusement dans la bibliothèque, Asano voit Mi s'en prendre à quiconque fait du bruit. Il manque de laisser tomber un livre mais le rattrape à temps, évitant la mort. Finalement, Asano trouve un dossier sur son père mais ne découvre rien de nouveau. Cependant, il remarque un trou dans le livre qui correspond au dispositif de stockage optique. En insérant l'appareil, le contenu du livre change, révélant des photos de sa famille avec leur nom barré et le mot Tampopo en gras. Réalisant que Tampopo pourrait être lié à la mort de sa famille, Asano est surpris quand le livre annonce qu'il va s'autodétruire en 3 secondes en raison d'un accès non autorisé. Le livre explose, faisant assez de bruit pour alerter tout le monde. Shion, entendant l'explosion, exhorte Asano à fuir alors que Mi se rapproche. Mi attaque, mais Asano esquive. Shion lui ordonne de tirer sur la prise de courant, plongeant la bibliothèque dans l'obscurité. Asano court vers la sortie, mais Mi lui bloque le chemin, assoiffé de sang. Matsumi élabore un plan et dit à Asano de pointer ses écouteurs vers Mi. Lui faisant confiance, Asano s'exécute et Matsumi hurle dans le micro, émettant un son aigu qui incapacite Mi. Asano s'échappe et rentre chez lui, déterminé à en apprendre davantage sur Tampopo. Une fois à la maison, Hiss torture Asano en plaçant 400 kg sur ses genoux et en lui attachant les bras. Lisant un manuel de torture, Hiss mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que la famille d'Asano soit victime de Tampopo. Quand Asano demande ce qu'il veut dire, Hiss explique que Tampopo a aussi tué la mère de Matsumi, l'ancien chef de famille. Malgré des ressources importantes, Hiss a trouvé peu de choses sur Tampopo, sachant seulement qu'ils sont puissants, ont des membres avec des tatouages de pissenlit et ciblent Matsumi. Hit ajoute plus de poids, parlant du désespoir de perdre sa famille, tandis qu'Asano implore la pitié. Hiss partage ensuite qu'il a découvert de nouvelles informations. Il a restreint sa recherche à l'industrie médicale, trouvant que 15 personnes dans ce domaine ont été tuées dans des accidents autour de la mort de la famille d'Asano. Tous liés à Makoto, directeur de la clinique médicale Kawashina. Bien qu'il ne qualifie pas Makoto de cerveau, Hiss croit qu'il est un acteur important de Tampopo. Il demande à Asano s'il veut exposer cette sombre organisation et Asano accepte.
Déguisé en patient de 75 ans, Asano, avec Matsumi se faisant passer pour sa femme de 50 ans, visite la clinique de Makoto. Yes, avec ses lourdes plaques métalliques, fait bouger Asano comme un vieil homme. L'infirmière les appelle et Makoto examine Asano, notant sa bonne santé et ses dents intactes. Makoto semble sincère et Asano ne sait pas quoi douter. Plus tard, Asano est dans un lit d'hôpital et Matsumi le nourrit. Elle espère que leurs dernières années seront paisibles, sans souci d'assassinat et d'espionnage. Asano est d'accord, disant qu'il veut qu'elle lui survive car il ne pourrait pas vivre sans elle. Matsumi, touché, continue le jeu de rôle affectueusement. La nuit, Asano se faufile dans le bureau de Makoto. En accédant à son PC, il le trouve rempli d'irrégularités, de dossiers vides, de mots de passe et de verrous d'empreintes digitales. Utilisant un programme de Shion, il déverrouille des fichiers liés à Tampopo. Les fichiers révèlent le secret de la famille Yozakura. Une protéine spéciale appelée Summoning dans leur sang améliore leur capacité et agit comme un agent dopant de haute performance. Incapable de produire la protéine artificiellement, Tampopo cible le cœur de Matsumi pour un approvisionnement continu. Asano est choqué et à ce moment-là, Makoto entre. Il attaque Asano arrachant son déguisement. Reconnaissant Asano, Makoto dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il survive à l'accident. Asano l'accuse d'avoir tué ses parents et la mère de Matsumi, mais Makoto rejette cela comme trivial. Makoto révèle son tatouage de pissenlit, confirmant son affiliation à Tampopo et poignarde Asano. Les lourdes plaques métalliques sauvent Asano qui riposte, disant qu'il ne se soucie que de Matsumi. Il tire un coup électrique, mais Makoto le disperse, disant à Asano d'utiliser sa seconde chance sagement. Utilisant une grenade flash, Makoto s'échappe avec son PC. Bien que Makoto s'échappe, Asano a extrait les données et jure d'exposer Tampopo et de protéger Matsumi. Quelques jours passent quand un matin, Asano se retrouve sur un sacré bateau au milieu de la mer, avec personne d'autre que Is à ses côtés. Asano pense que cette fois, Is pourrait réellement le tuer, mais à sa surprise, Is agit de manière assez amicale avec lui, l'aidant à pêcher, lui offrant de la nourriture et tout le reste. Cela effraie Asano plus que tout quand soudain, au lieu d'un poisson, il attrape un ennemi hors de l'eau qui atterrit sur le bateau et commence à tirer. Asano lui fauche rapidement les jambes et lui écrase le visage quand His lui dit que se battre dans l'eau est très important pour un espion et que quand lui et Futa étaient jeunes, il le faisait très souvent. Asano pense que c'est peut-être un exercice, mais His répond que ce sont de vrais ennemis car il a envoyé des flyers à toutes les organisations ennemies concernant la position d'Asano pour un entraînement pratique. Assez vite, un grand nombre d'ennemis émergent de l'eau sur leur bateau et une bagarre générale s'ensuit, tandis que His observe depuis un coin alors que les balles volent dans toutes les directions. Asano parvient tant bien que mal à gérer presque tous les ennemis quand soudain une torpille fonce vers leur bateau et explose en morceaux, projetant tous les hommes en pleine mer. Asano parvient tant bien que mal à trouver une planche flottante et sauve un des ennemis de la noyade quand il remarque que la torpille porte la marque de Tampopo. Is flotte près de lui et affirme qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Tampopo utilise ses eaux comme route de contrebande et tue quiconque s'approche de cet endroit, et maintenant c'est confirmé. Soudain, Is le félicite d'avoir repoussé les ennemis jusqu'à présent et utilise ses fils pour lancer Asano en l'air pour son prochain test. Asano retombe dans la mer où il est presque touché par une autre torpille. Mais il parvient à l'esquiver et utilise sa ceinture de fils pour s'y accrocher. Is lui dit que la torpille se dirige vers eux et qu'elle ne lui fera rien, mais tous les autres hommes ici seront certainement réduits en petits morceaux. Il dit à Asano qu'avant il se sacrifiait toujours pour sauver les autres, mais qu'il est maintenant un espion de rang bronze, ce qui signifie qu'il doit sauver tout le monde sans se blesser. Asano grimpe immédiatement sur la torpille et essaie lentement mais sûrement de la désactiver. Tous les autres hommes commencent à essayer de nager pour se sauver tandis que Is attend calmement de voir ce qui se passe. Heureusement, Asano parvient à désactiver la torpille juste avant qu'elle ne frappe Is qui le félicite pour ses efforts. Alors que le sous-marin de Tampopo est surpris de découvrir que la torpille a été désactivée, il décide d'en tirer une autre au même endroit, mais Is arrive là sur la torpille, aux côtés de Taiyo, et lance la torpille sur le sous-marin tout en le découpant en morceaux avec ses fils, provoquant une énorme explosion. Asano est épuisé alors qu'il nage tranquillement dans l'océan, quand Is lui demande s'il veut vraiment se battre contre Tampopo car c'est un énorme syndicat, ce qui était même difficile à gérer pour plusieurs espions de niveau Or réunis. Mais Asano est catégorique, alors Is décide de l'intégrer à la guerre contre Tampopo. Le lendemain matin, il l'envoie dans un hôtel où Mako est censé être au dernier étage. Il affirme aussi que Shinzo vient le soutenir, mais jusque-là, c'est le travail d'Asano de reconnaître la zone. Asano essaie simplement de monter au dernier étage, mais cela s'est avéré être un défi, et il est éjecté de l'ascenseur. Il décide alors de devenir un grimpeur d'élite et escalade le bâtiment avec ses gants spéciaux, mais à cause d'une dispute entre un couple, il est de nouveau projeté dans la piscine. Soudain, il aperçoit une vieille dame riche qui dit à l'un des serveurs d'emmener son chien au 4e étage dans sa chambre. Il décide donc de se déguiser en chien et parvient à infiltrer la chambre de Mako.
Il sort immédiatement son arme et la pointe sur Mako qui se tient là avec un homme énorme, le propriétaire de l'hôtel. Mako affirme qu'il n'a pas le temps pour ça et donne à Nor, le propriétaire de l'hôtel, une petite pochette avant de lui dire de s'occuper du garçon. Un hélicoptère arrive devant la fenêtre et Nor brise immédiatement la vitre, la jetant sur un sauna pendant que Mako s'échappe. L'homme énorme sort immédiatement une petite aiguille de la pochette affirmant qu'elle contient un stéroïde qui peut reproduire les pouvoirs des Yozakura. Il se poignarde avec une aiguille et se transforme immédiatement en Samsulik, qui détruit l'arme d'Asano avant même qu'il ne puisse tirer. Il assène immédiatement un coup de poing massif qui projette Asano au loin, mais celui-ci parvient à le poignarder à l'épaule. Nor ne semble pas perturbé alors qu'il retire le couteau et que la blessure guérit immédiatement. Il marche vers Asano et l'attrape par la gorge quand le sol derrière eux se brise et qu'une poubelle émerge qui tire sur le gros avec son canon laser. Shinzo émerge de la poubelle comme un vrai Américain, s'excusant d'être si en retard. Nor ressort de la fumée et dit à Shinzo qu'il ne peut pas être vaincu par ses tours de passe-passe. Mais Shinzo décide de sauver la vie d'Asano en premier et le jette par la fenêtre avec un parachute pour sa propre sécurité. Shinzo sort alors une quantité impressionnante d'armes et commence à tirer sur Nor, mais grâce à sa guérison ultra rapide, cela ne le dérange pas vraiment. Il fonce aussitôt sur Shinzo, qui parvient à bloquer son coup de poing avant d'engager un véritable bras de fer. Nor réalise qu'il ne peut vaincre un vrai Yozakura, alors il utilise le plan B et dit à Shinzo que l'interrupteur dans ses dents peut faire exploser tout l'hôtel avec toutes les personnes à l'intérieur, ce qui force Shinzo à reculer. Moore en profite et commence à tabasser Shinzo, qui est extrêmement bien bâti et encaisse les coups comme un champion. Soudain, Moore reçoit un appel de la réceptionniste qui hurle qu'un terroriste fou et dérangé est en bas, tirant en l'air et lançant des grenades partout. Asano continue d'agir comme un psychopathe, effrayant tout le monde pour évacuer rapidement l'hôtel, tandis que Nor perd son avantage sur Shinzo qui se redynamise face à l'ennemi. Shinzo sort son énorme canon à rail, disant à Nor qu'il est le seul de sa famille à pouvoir le tirer à cause du recul, tandis que Nor se tient confiant pensant que ça ne pourrait pas le blesser. Shinzo sourit et tire le canon à rail sur Nor, ce qui fait exploser tout un côté du bâtiment avec lui. Une fois la fumée dissipée, Nor tombe au sol, mort, tandis que Shinzo dit à Asano de le rejoindre à l'étage inférieur. Asano commence à marcher, mais trébuche. Un vieil homme bienveillant le sauve d'une chute et s'éloigne sans un mot. Alors qu'Asano se demandait pourquoi un civil était encore là, Shinzo arrive pour le retrouver, choqué de voir Asano avec de multiples trous béants dans le corps, le sang s'écoulant. Asano s'effondre immédiatement, perdant son sang dans une mare, tandis que Shinzo le saisit et lui dit de rester conscient. Il le ramène vite à la maison Yozakura, où les premiers soins appropriés parviennent à sauver la vie d'Asano, tandis que Nana leur dit qu'Asano a été touché plus d'une douzaine de fois, le laissant dans un état critique. Il quitte Brantford, bientôt la chambre d'Asano, pour le laisser se reposer, quand soudain une alarme se met à retentir. Matsumi est confuse, mais Futa et les autres se précipitent immédiatement dans sa chambre avant de lui dire de ne pas bouger, car l'alarme signifie qu'un grand nombre d'intrus ont franchi leur sécurité et sont entrés sur le domaine Yozakura. Ces intrus s'avèrent être des soldats de Tampopo, bien équipés, menés par un homme blond et musclé. La première ligne de défense est Goliath qui se transforme immédiatement en un loup géant et commence à détruire quiconque tente d'approcher la maison. Cela a terrifié tout le monde, mais le bodybuilder blond leur dit que les vrais monstres sont les frères et sœurs Yozakura qui sortent en nombre pour gérer tout ça. Une bataille totale s'ensuit alors que tout le monde, sauf Iz, commence à détruire les ennemis, mais à la surprise de Futa, ces hommes sont clairement beaucoup plus agaçants et ont de bonnes capacités de régénération. Le colosse blond ordonne au deuxième groupe de prendre d'assaut le manoir, mais Iz est assis là, tranquille, et dès que quelqu'un tente d'attaquer, il utilise simplement ses fils pour les réduire en miettes. Le colosse blond sait que le combat tourne en leur défaveur, alors il s'injecte plus de stéroïdes dans le bras et assène un coup de poing massif à Goliath qui est la première fois qu'il est blessé. Tout le monde est choqué alors que l'énorme loup percute le manoir, brisant les murs, tandis que le colosse se tient au-dessus. Soudain, le vieil homme active le mode hibernation de la maison, ce qui ferme toutes les entrées, surprenant Futa qui court vers Iz, affirmant que seul le chef qui possède une bague spéciale peut faire ça, mais Iz a l'air sérieux pour une fois et dit à Futa que c'est définitivement leur père qui planifie cette attaque et jure de récupérer la bague. Il s'éloigne calmement dans les bois quand il rencontre enfin son père qui a blessé Asano et lui demande de rendre la bague car elle appartenait à sa mère. De retour dans le manoir, Matsumi réalise que le courant a été coupé et qu'il n'y a pas de réseau cellulaire à l'intérieur et à cause de cela, l'état d'Asano commence à s'aggraver. Elle se demande ce qu'elle peut faire dans cette situation quand elle se souvient que sa mère lui a parlé des pouvoirs spéciaux du sang Yozakura. Elle sort immédiatement un petit récipient et, à l'aide d'une seringue, prélève son propre sang avant de l'injecter à Asano, espérant qu'il survivrait puisque son rythme cardiaque avait dangereusement chuté et que son corps se refroidissait. Soudain, le monstre blond défonce la porte et saute en l'air pour achever Matsumi, mais à sa surprise, Asano se réveille et par le coup du blondinet, lui sauvant la vie.
Il y a quelque chose de différent chez lui, ses yeux commencent à briller en rose, tandis qu'il dit au blond de rester loin d'elle et lui tire une balle dans le visage. Le monstre musclé esquive le coup, mais Asano bondit pour attaquer et lui assène un coup de pied massif au visage. Asano lui-même est choqué par sa nouvelle force et se précipite rapidement pour un autre coup de poing, projetant l'ennemi au loin, mais soudain, son corps cède alors que ses sens commencent à être submergés et il tombe à genoux. Heureusement, Matsumi est là pour lui et lui dit de se calmer et de se concentrer uniquement sur sa voix sans penser au danger qu'il court. En faisant cela, Asano parvient à reprendre le contrôle de ses sens, mais il est trop tard car le monstre attrape Matsumi et la jette au loin avant d'essayer de porter un coup de poing mortel à Asano. Mais cela ne sert plus à rien car Asano bloque facilement son coup de poing avant de lui asséner son propre coup explosif qui lui brûle un trou dans le corps alors qu'il tombe au sol, mort. De retour dans la forêt, Ise demande à son père pourquoi il a monté tout ça car il voulait clairement que Matsumi soit acculé. Alors il a blessé Asano, puis a engagé le groupe Tampopo pour les attaquer afin que Matsumi partage son sang avec Asano. Le vieil homme sourit simplement et lui dit qu'il voulait juste qu'Asano devienne plus fort, donc il n'y a aucune menace pour Matsumi. Après cela, le vieil homme se retourne pour partir, mais Ise lui dit de rendre la bague avant d'utiliser ses fils pour littéralement couper tout dans la zone en 2 morceaux. Étonnamment, son père attrape tous les fils facilement car c'est lui qui a appris à Ise à les utiliser. Ise cependant ne semble pas vraiment s'en soucier et les utilise pour tordre le bras de son père, forçant la bague à se détacher tandis que son père disparaît de la zone. De retour au manoir, Matsumi serre Asano dans ses bras, heureuse de le voir en vie, quand elle reçoit un appel de Shion qui demande s'ils vont bien. Elle dit immédiatement aux frères et sœurs restants que Matsumi est en sécurité et ils passent à la vitesse supérieure pour achever tout le monde. Kengo se déguise en Matsumi et court dans la zone, faisant en sorte que chaque attaquant le suive, leur objectif principal étant de tuer le chef des Yozakura. Mais cela les mène à Nana qui se dope et utilise ses poings pour créer un cratère piégeant tous les ennemis, tandis que Shinzo utilise sa technologie pour les enfermer dans une sphère. Bientôt, Futaba s'approche et utilise sa force surhumaine pour faire tourner la sphère et la jette en l'air, mettant fin à la bataille pour l'instant. Matsumi et Asano sortent du manoir tandis que les autres se regroupent autour d'eux, mais Asano n'est toujours pas complètement sous contrôle et commence à devenir berserk tandis que les autres essaient de le maîtriser. Ise revient, affirmant que le sang Yozakura est très puissant et que les gens normaux peuvent facilement en être submergés et se perdre complètement. Asano parvient à se débarrasser de tout le monde, mais est immédiatement piégé par les fils de Ise qui lui met des AirPods Max sur la tête et demande à Matsumi de lui chanter une chanson. Matsumi prend le micro et chante comme Joju Saiwa, ce qui assomme Asano, et quand il se réveille, il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Asano se repose pendant 1 semaine entière après cela, mais décide d'aller à l'école un jour car il ne veut pas que quiconque se méfie de lui. Il a toujours des douleurs partout dans le corps, et pour s'assurer qu'il ne se blesse pas, Matsumi envoie Nana avec lui. Nana utilise immédiatement un sérum spécial qui contrôle ses gènes mutés, et il commence à ressembler à un garçon moyen de son âge et se change immédiatement pour partir à l'école. En chemin, il dit à Asano que cette forme de garçon n'est pas très stable pour lui, et qu'il est souvent obligé de prendre des médicaments spéciaux juste pour s'assurer que ses gènes ne deviennent pas fous. Quand ils arrivent à l'école, Nana est immédiatement saluée par ses camarades de classe qui lui demandent s'il se sent mieux maintenant, car ils pensent d'au pont tous que Nana est un garçon malade qui est principalement scolarisé à la maison. Plus tard ce jour-là, alors qu'Asano marchait avec ses amis, il reçoit un appel de Nana qui lui demande de le rejoindre immédiatement au laboratoire de biologie. Asano se précipite aussitôt pour trouver Nana par terre, son corps devenant fou, alors que des tumeurs commencent à se développer sur tout son bras. Asano lui fait immédiatement une injection de médicaments qui calme ses nerfs, quand soudain, une camarade de classe de Nana entre. Kita, sa camarade, ne semble se soucier que des animaux et ignore complètement Asano tout en demandant à Nana s'il va bien. Elle prend sa température corporelle avant de partir tandis qu'Asano reste derrière. Nana sort un paquet de seringues, affirmant qu'elles contiennent un sérum spécial qui stabilisera de manière permanente les gènes de Nana, mais il retrouvera sa forme de Jack Monsieur, Olympia, et ne pourra plus jamais retourner à l'école. Il s'excuse auprès d'Asano de lui causer des ennuis et décide de le prendre, mais Asano l'arrête, affirmant qu'il a le droit de profiter de l'école autant que n'importe qui d'autre. Asano promet de le couvrir et dit à Nana d'aller profiter de sa journée, tandis qu'Asano le surveillera. Nana a les larmes aux yeux et accepte joyeusement avant de retourner en classe. Pendant qu'il lisait un chapitre en classe, ses gènes s'activent à nouveau et le côté droit de son uniforme explose, mais Asano est rapide à la détente et lui injecte un antidote, le rendant rapidement normal tandis que le professeur se demande ce qui vient de se passer. De même, Asano le couvre toute la journée à travers différentes activités afin que Nana puisse aussi profiter d'une journée à l'école. Malheureusement, de retour au laboratoire de biologie, le serpent de Kita finit par trouver une capsule de médicaments tombée de Nana qu'il avale en pensant que c'est un œuf, ce qui provoque une mutation massive le transformant en un serpent monstrueusement énorme. Nana et Asano sont complètement inconscients de cela alors
Alors tu profites de leur journée sur le toit en faisant de l'acupuncture quand ils remarquent un groupe d'animaux passer. Ils courent immédiatement en bas pour découvrir que les animaux du laboratoire de biologie se sont échappés, tandis que Kita gît là, inconsciente. Nana court immédiatement à ses côtés pour s'assurer qu'elle va bien et la ramène à la conscience, mais elle ne se soucie pas de sa propre vie et veut simplement retrouver son serpent de compagnie et s'enfuit. Asano dit à Nana de suivre la fille pendant qu'il gère tous les autres animaux et Nana le remercie avant de courir après elle. Kita l'emmène à la chaufferie sous l'école, un endroit chaud où un serpent adorerait se cacher et bien sûr, le serpent l'attaque par derrière. Heureusement, Nana parvient à la repousser, lui sauvant la vie, mais réalise que c'était sa faute si ce serpent s'était transformé en monstre. Il accepte son destin de ne plus jamais revenir à l'école et s'approche du serpent qui essaie de le mordre, mais Nana utilise son bras musclé pour absorber la morsure et bientôt les drogues du corps du serpent retournent dans Nana, ramenant le serpent à la normale. Kita est choquée par ce qu'elle vient de voir, mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit à Nana, il disparaît sans laisser de traces. Asano le trouve et l'emmène sur le toit, où son corps commence à devenir incontrôlable. Nana sort la seringue, mais Asano lui dit d'arrêter car il doit y avoir un autre moyen. À ce stade, il devient plus difficile pour Nana de contrôler son corps et il pousse Asano contre le mur avant de sortir la seringue et d'essayer de s'injecter le sérum. Étonnamment, Asano intervient et utilise ses mains pour arrêter la seringue avant de dire à Nana qu'il avait aussi un jeune frère mort dans l'accident, mais que maintenant Nana serait toujours son jeune frère et qu'il devait lui faire plus confiance. Nana se sent réconfortée et en sécurité dans les bras d'Asano et bientôt son corps se calme et redevient normal. Soudain, Kita arrive attrapant ses animaux mais ne semble se soucier de rien de ce qu'elle vient de voir et demande à Asano s'il aimerait rejoindre le club de biologie. Asano essaie de refuser mais elle ne l'écoute même pas et l'entraîne pour remplir tous les formulaires. Quelques semaines se sont écoulées mais même après avoir déployé Shinzo et Shion pour tenter de retrouver Tampopo, ils n'ont obtenu qu'un seul indice sérieux. De plus, récemment, Oga et Sui ont tenté d'infiltrer l'un des bastions de Tampopo, espérant trouver Mako, mais tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des gardes aléatoires et une énorme bombe qui a explosé à leur visage alors qu'ils s'échappaient de justesse. Asano, cependant, semble être sur la bonne piste alors qu'il entre dans un train plutôt chic et se déguise en l'un des employés. Il commence immédiatement à faire des merveilles, s'assurant que les clients sont satisfaits de la nourriture et nettoie toute la pièce jusqu'à ce que tout le monde puisse voir son reflet sur le mur. Après avoir accompli d'innombrables petites et grandes tâches, il s'assoit un instant, pensant à la façon dont il n'a pas réussi à trouver quoi que ce soit sur le père de Matsumi, Momo, qui est censé être mort, mais est clairement en vie. Il essaie de se lever et finit par perdre son pistolet que Shinzo lui a récemment donné. Fatigué de sa vie, il descend dans le train où il trouve une des passagères qui sort la tête comme un chien mort-vivant, alors il essaie de la tirer à l'intérieur. La fille s'avère être une belle femme aux cheveux blancs qui lui rend son pistolet, affirmant qu'elle l'a vu laisser tomber ce jouet. Il est un peu surpris qu'elle ait réussi à l'attraper mais n'y pense pas beaucoup et se dirige vers une Karen qui ne cesse de crier après le gérant. Elle dit à Asano que la fumée lui donne des vertiges, ce dont Asano commence à s'excuser quand il fait soudain le lien entre la nourriture insipide, la suie partout et les fenêtres floues. Il se met immédiatement à courir vers la salle des machines, réalisant que le train est complètement truqué et ne fonctionne même pas au charbon. Il vérifie les toxines dans l'air, seulement pour découvrir qu'il respirait un poison lent depuis tout ce temps. Il entre dans le compartiment avec toutes les personnes à l'intérieur et leur dit à tous de se baisser alors qu'il sort son pistolet et l'utilise pour briser toutes les fenêtres, laissant entrer l'air, ce qui diminue le niveau de toxines dans l'air et sauve la vie de tout le monde. Il remarque que deux des hommes n'ont pas bougé quand soudain leur déguisement tombe et ils s'avèrent être Momo et Mako. Il se souvient que c'était Momo qu'il avait rencontré à l'hôtel avant d'être blessé, alors il sort son pistolet et le pointe sur la tête de Momo. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la belle dame aux cheveux blancs entre dans le compartiment et dit à Asano d'arrêter. Immédiatement, Momo se met en mouvement et saisit Asano dans une prise de bras, affirmant qu'il tient le pistolet trop fermement. Mais Asano utilise une contre-attaque et se libère de la prise avant d'essayer d'appuyer sur la gâchette, mais il est attrapé par les cheveux de la femme blanche avant qu'elle ne lui arrache l'arme des mains. Mako dit à Asano que la fille s'appelle Aku et qu'elle est la seule personne 100% compatible avec le stéroïde qu'il a créé. Il affirme qu'il voulait voir quel serait le résultat d'une rencontre entre quelqu'un compatible avec le sang Yozakura et quelqu'un compatible avec le stéroïde, alors il a tout planifié et utilisé de fausses informations pour disperser la famille Yozakura afin d'amener Asano ici. Il s'éloigne ensuite dans l'autre compartiment avec Momo, tandis que Aku utilise ses cheveux pour couper le lien entre leurs trains. Aku resserre immédiatement son étranglement sur Asano, mais il utilise la force brute donnée par le sang Yozakura pour s'en libérer avant d'esquiver les coups de Aku avec une rapidité surprenante. Il fonce droit sur elle, mais Aku ne semble pas du tout dérangé et attrape Asano avec ses cheveux avant de le projeter à l'autre bout du compartiment. Asano se remet sur pied et fonce sur elle une fois de plus, mais cette fois il parvient à esquiver toutes ses attaques avant de lui attraper les cheveux et de la fracasser contre le toit du train.
Mais Haku émerge sans une égratignure et souriante alors qu'elle esquive son tir électrique avant de bloquer l'autre avec ses cheveux. Il décide de s'occuper d'abord de ses cheveux et transforme son pistolet en sa deuxième forme, qui s'avère être un katana tranchant comme un rasoir imprégné d'électricité capable de couper même les matériaux les plus résistants. Il se prépare enfin à affronter Haku, sachant que perdre contre elle signifierait très probablement sa mort et probablement aussi celle de Matsumi, ce qui veut dire que la lignée Yozakura s'éteindrait avec elle s'il ne gagne pas cette bataille. Il se prépare avec son épée électrique et fonce vers Haku à toute vitesse pour essayer de la prendre par surprise, mais sa réaction est plus rapide que celle de mon chien quand j'ouvre un sac de friandises et elle essaie de l'attaquer avec ses cheveux. Asano décide de se débarrasser complètement du problème et essaie de lui couper les cheveux, mais Haku n'est pas une grande fan du look chat et le repousse, affirmant que ses cheveux repousseront immédiatement, peu importe combien il essaie de les couper. Elle riposte alors que le soleil se prépare à l'impact quand ses cheveux blancs argentés prennent la forme d'un python et commencent à l'attaquer sans relâche. Les attaques sont si rapides qu'il utilise toute son énergie pour simplement essayer de réagir, ce qui ne lui laisse aucun espace pour réellement penser à une attaque. Soudain, il remarque quelque chose de différent alors que Haku commence à utiliser le code Morse pour communiquer avec lui. Cela le surprend vraiment, mais Haku lui dit de rester calme car elle a quelque chose de très important à lui dire. Elle affirme que la vitesse à laquelle elle attaque est incroyablement rapide, donc les chances que Makoto réalise le code sont très faibles, et elle dit à Asano qu'elle veut lui révéler la vérité qu'il a cherchée si longtemps. Asano se sent engourdi alors qu'il reste là, inactif, quand Haku lui dit qu'elle est la raison de la mort de ses parents. Asano utilise soudain son épée pour couper les cheveux autour de lui et recule, choqué, se demandant s'il l'a bien entendu, mais Haku continue et affirme qu'elle était une patiente atteinte d'un cancer et était toujours à l'hôpital, se demandant quand elle mourrait, mais les parents d'Asano, qui y travaillaient aussi, étaient toujours très gentils avec elle, lui parlant doucement et se souvenant même de son anniversaire. Ce jour-là, ils lui ont offert une paire de magnifiques boucles d'oreilles tournesol et ont affirmé qu'elle irait très vite mieux et devrait pouvoir quitter l'hôpital. Elle voulait croire qu'il disait la vérité, car il l'avait toujours traitée comme une vraie fille et jamais comme une patiente lambda. Même Makoto fut surpris de voir ses progrès et affirma que les boucles d'oreilles lui iraient à merveille. Elle chérissait les boucles d'oreilles et les essayait chaque nuit et lentement mais sûrement, elle finit par se rétablir complètement, ce qui signifiait qu'elle pouvait faire toutes les choses qu'elle aimait dans la vie, comme chanter au soleil et aller à l'école. Elle était follement heureuse de la tournure que prenait sa vie, mais elle n'avait aucune idée que tout cela n'était qu'un mensonge. Une nuit, Makoto l'appela dans ses appartements et lui montra des centaines de corps morts et décomposés qui la choquèrent complètement au plus profond d'elle-même. Makoto garda le même sourire innocent qu'il avait et lui dit que ce sont plusieurs patients comme elle sur lesquels il avait essayé sa nouvelle drogue pour les modifier en super soldats, mais aucun d'entre eux n'avait réussi à survivre. D'une manière ou d'une autre, le sang cancéreux de Haku lui avait donné l'immunité au sérum de super soldat et avait fini par prolonger sa vie. Elle a regardé Makoto et lui a demandé si les parents d'Asano étaient au courant de tout cela. Mais Makoto a secoué la tête, affirmant qu'il n'avait absolument aucune idée d'avoir ôté tant de vie sur ses ordres, car il croit chercher un remède contre le cancer. Il lui dit aussi qu'ils ne sauront jamais ce qu'ils ont fait de mal, car il s'est assuré que toute leur famille périsse ensemble dans un accident de voiture, ce qui serait une sorte de miséricorde pour eux. Depuis ce jour-là, Haku s'est retrouvé prise au piège dans la toile de Makoto et de Tampopo. Asano n'en croit pas ses oreilles, submergé par une vague d'émotions intenses qui le traverse de part en part. Pendant ce temps, Haku lui montre les boucles d'oreilles que ses parents lui ont offertes, lui expliquant qu'elles contiennent immédiatement après traceur GPS de ses cheveux pour asséner un uppercut suivre les activités de le projetant violemment à travers le toit du train où il finit par perdre lentement le contrôle, submergé par la colère et le chagrin de la mort de ses parents. Il commence alors à devenir fou furieux, attaquant Haku de toutes ses forces, mais à cause de cela, sa précision diminue considérablement et Haku parvient à le saisir avec ses cheveux. À son entière surprise, Asano utilise sa colère comme un carburant, dépassant les limites de son corps et arrache ses cheveux, se libérant ainsi. Il réalise qu'il se perdra s'il continue ainsi, alors il se coupe la jambe pour retirer une partie du sang de Yozakura de son corps, ce qui le calme instantanément. Il remet ses idées en place et rassemble toutes ses forces pour une attaque finale, fonçant vers elle à la vitesse de la lumière et coupant tous ses cheveux d'un seul coup, lui offrant une transformation radicale, tandis qu'elle s'effondre au sol, complètement épuisée et mourante. Il prend sa tête sur ses genoux et lui dit qu'il ne la blâme absolument pas pour la mort de ses parents, car cela relève de la responsabilité de Tampopo et de Makoto. Il lui confie que ses parents parlaient Komar beaucoup d'elle et l'ont toujours aimée comme leur propre fille, avec une tendresse infinie. Des larmes commencent à couler sur ses joues, le tandis qu'elle se souvient de ses parents, et elle s'éteint paisiblement. Alors qu'Asano se relève, complètement vidé et mentalement épuisé, après avoir appris tant de choses, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une gigantesque main velue surgit et le lacère dans le dos. Cette main appartient à une certaine Ai de rang inférieur, tandis que son entraîneur, nommé Mizu, lui dit de ne pas répéter l'erreur de Thor dans Infinity War et de toujours viser la tête. Après cela, Mizu s'approche simplement d'Asano, affirmant que Makoto ne s'intéresse plus à lui et commence à l'étrangler à mort, quand soudain, il perçoit la présence de Futa et de Rin sur les rails.
Cela le fait transpirer abondamment, mais sa jeune élève Loli, ne sachant pas mieux, se précipite immédiatement pour frapper Rin au visage. Malheureusement pour elle, Rin est bien au-dessus de sa ligue et le simple fait de la frapper lui brise le poignet. Elle est alors projetée vers le train où Mizu la rattrape et décide de s'attaquer à ses espions. Soudain, sa tête explose comme celle d'un vegan en colère et il libère un souffle empoisonné dirigé vers les deux jeunes filles. Rin ne s'en soucie guère et lance Futa comme une bombe atomique sur le Japon, tandis qu'elle traverse le poison et tord le train entier, le faisant exploser. Pendant ce temps, Mizu sauve Ai et s'éloigne en sautant, tandis que Rin attrape Asano et Futa, affirmant qu'ils s'occuperont de Tempupo un autre jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.